on a plutôt renoncé en Europe à s'armer pour préserver la paix. Oui. Il y a 30 ans, au moment de la chute du mur, on a en quelque sorte voulu récolter les dividendes de la paix. Je crois que le mot était de Laurent Fabius d'ailleurs. Oui. Et donc on a cessé d'investir dans une défense. C'est valable pour notre pays, un peu moins d'ailleurs pour notre pays. Vous datez ça de tous la les chute du communisme, en fait, Oui, absolument. de Et donc, l'URSS. nous vivons confortablement depuis en ayant renoncé à investir comme il l'aurait fallu Ouais. dans les outils de défense qui seuls peuvent garantir la paix. Alors la question, c'est s'émanciper ou pas, c'est d'abord se défendre. Et la défense de l'Europe, aujourd'hui, eh bien, elle prend à défaut les pays de l'Union européenne qui n'ont pas suffisamment investi, individuellement et collectivement, pour pouvoir répondre à une déstabilisation et, je le dis d'ailleurs, et je l'écris même, à une véritable offensive de la part de la Russie de Poutine, Mm. qui est expansionniste, révisionniste et qui veut déstabiliser l'Europe, en remettant en cause les frontières et les traités qu'il a signés. Donc évidemment, nous sommes les alliés des Américains. Au passage, c'est quand même mieux d'être les alliés des Américains que des Russes ou des Chinois, n'est-ce pas? Mm. Je connais ces pays, la Peut-être Russie on ou en la Chine. débattra. Je préfère être du côté de Coca-Cola et des jeans, même si de temps en temps c'est un peu Pour l'empire. paraphraser le général Yakovlev, Voilà, qui dit absolument. quitte à être Et soumis donc à un empire. il vaut mieux être Ouais. dans l'empire Mais alors, ces de satisfecits, dans quel domaine les décernez-vous à ce stade? Eh bien, je pense que l'Europe essaie de rattraper son retard. Il est considérable. C'est pour ça que on voit que dans ce conflit russo-ukrainien, les Américains sont encore beaucoup plus forts et beaucoup plus dominateurs que les pays européens. Mhm. Mais nous essayons de rattraper. C'est-à-dire que d'ores et déjà, sur crédit européen, on délivre des armes à l'Ukraine, on essaie de s'organiser, on a un fonds européen de défense, on essaie de récupérer une souveraineté qu'on a laissé filer pendant des années. Alors la France, moins que les autres, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pourquoi tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, ont toujours plaidé pour une souveraineté européenne, Ouais. parce que la France est un peu à l'avant-garde. Ceci dit, par rapport aux efforts qu'il faudrait faire, Ouais. nous sommes encore très en retard. C'est la raison pour laquelle, dans l'alliance avec les Américains, ce sont eux qui dominent encore. Mais Cyril Hofstein, on aide les Ukrainiens, mais en vidant nos propres arsenaux et nos réserves de munitions. On se rend compte qu'en fait, on n'aurait pas tenu très longtemps dans une guerre classique. Alors, c'est vrai que c'est le paradoxe. L'appel des institutions européennes à l'aide à l'Ukraine était très clairement avancé sur les stocks stratégiques européens de munitions, puisqu'il y a effectivement actuellement une demande qui a été faite sur des obus de 105 mm. Je crois qu'on parle de 250 000 obus, prix de l'obus 4 000 €, et ça doit être fourni sur les fonds propres des États membres, lesquels États membres sont assez peu à accepter de fournir des armes létales, hein, ils ne sont que 4, dont la France. Ouais. Et donc oui, ça pose des vraies questions. Ça pose aussi des questions évidemment de co-belligérance, hein, qui sont les armes, l'arme, comment dirais-je, la manière d'avancer des menaces poutiniennes en menaçant toujours voilà, qui est engagé, qui ne l'est pas, jusqu'où allons-nous aller ou pas. Donc cette fameuse co-belligérance qui est un peu une épée de Damoclès sur les engagés. Alexis Ferchak, cette unité européenne que célèbre Jean-Dominique Giuliani, vous la voyez ou... On l'aperçoit, et c'est même plus largement, c'est une unité des Occidentaux. Oui. Pour l'instant, la Russie et la Chine probablement imaginaient que l'unité allait se fissurer. En réalité, elle ne s'est pas fissurée. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le discours de Macron, quand il s'était exprimé à The Economist en 2019, c'était pas il y a si longtemps, et où il parlait de la mort cérébrale de l'OTAN. Et il rajoutait par ailleurs, si l'Europe ne veut pas disparaître, il faut qu'elle se pense comme une puissance souveraine. Ouais. Et là, ensuite, il ciblait les États-Unis en disant qu'il fallait un désalignement des États-Unis. Et par ailleurs, il rajoutait, comme beaucoup de présidents français avant lui, il faudra se tourner d'une manière ou d'une autre vers la Russie. Et donc, le changement par rapport à aujourd'hui est absolument manifeste. Ce qu'on voit, c'est que ce discours français de l'autonomie stratégique, qui ne date pas de Macron, qui est beaucoup plus ancien, aujourd'hui, c'est ce discours-là qui, de facto, a échoué. Et il y avait une forme d'effet d'optique parce qu'on était en France, parce qu'en réalité, quand on était ailleurs en Europe,
ont regardé le projet français avec, on va dire, un manque de réalisme certain, et peut-être même que quand on était en Russie depuis longtemps, les Russes regardaient aussi en souriant, parce que il est probable que les Russes n'attendaient plus une main tendue européenne. Et donc, ce que la guerre a révélé, c'est le retour d'une structuration de l'architecture européenne de sécurité et de défense qui, depuis 1945, repose sur l'OTAN et donc sur une alliance où les États-Unis ont un rôle prédominant, à la fois par la masse de l'argent qu'ils mettent. C'est 75% du budget des pays membres de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Et par ailleurs, parce qu'il y a la question des armes nucléaires, qui est au cœur de l'Alliance, puisque 1949, c'est la création de l'OTAN, et 1949, c'est l'année où la première bombe atomique soviétique explose. Et là, on en revient, il y a une guerre conventionnelle en Europe extrêmement puissante, mais comme dit Bruno Tertrais, qui se déroule dans une ambiance nucléaire, et ce cadre nucléaire, il n'a finalement pas bougé, malgré ce qu'on pouvait penser. On va reparler de l'aspect nucléaire. Je voudrais juste qu'on écoute le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sur la nécessité d'investir dans notre défense. The other lesson we can learn is the need to invest in our security. Even if the war ended tomorrow, it has changed our security environment for the long term. President Putin wants another Europe. He wants a Europe where he controls neighbors, and therefore we need to continue to invest in our security. Jean-Dominique Giuliani, vous la sentez, cette prise de conscience chez les dirigeants européens ? Oui, bien sûr. Maintenant, on voit qu'il y a un mouvement de réarmement général qui est d'abord national, qui est aussi à travers de l'OTAN, et quand même une compréhension petit à petit qu'il faut être plus souverain et essayer de faire des choses ensemble, ne serait-ce que dans le cadre de l'OTAN, pour que l'Europe ne soit pas totalement soumise à des décisions extérieures. Ce que je vois aussi, c'est au sein de l'Union européenne, des États qui étaient sur la frontière de l'Est, qui avaient vu venir avant les autres, avant l'Allemagne, avant la France, le danger russe, en quelque sorte. Ils avaient vu l'évolution de Poutine ces dernières années, qui, pour garder son pouvoir intérieur, avait intérêt à avoir des ennemis, en réalité. Et son ennemi, c'est l'Union européenne, parce que les Russes veulent vivre à l'européenne. Plus que l'OTAN, selon vous. Eh bien, c'est le modèle démocratique de l'Europe de l'Ouest. C'est le modèle démocratique qui vide la Russie de sa population, de ses habitants qui veulent vivre à l'européenne. C'est pour ça qu'ils désignent l'Ukraine comme l'anti-Russie. Et l'Ukraine s'est tournée vers l'Union européenne. J'ai beaucoup travaillé en Ukraine, je peux vous le dire, parce que les jeunes Ukrainiens en avaient marre des oligarques ukrainiens comme des oligarques russes, mais surtout de ces sociétés où on était toujours chapeauté, en plus qu'on n'avait pas de liberté, l'économie se portait mal, et donc ils ont choisi l'Union européenne. Et donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, en France, on a tendance à l'oublier, parce qu'on voit les choses de manière stratégique, mais il y a les peuples aussi. Et les peuples, ils votent avec leurs pieds. Et ils viennent en Europe. On n'émigre pas vers la Russie, ni vers la Chine, d'ailleurs. Mais alors, où est-ce que l'Europe de la défense a fait des progrès concrets, là, depuis... Eh bien, là, par exemple, vous avez déjà ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, qui a été constituée à partir des budgets, d'ailleurs, des États membres. Sur le modèle de l'achat des vaccins, c'est Absolument. Où on va acheter des munitions, donc elle a été, des armes. L'idée, c'est de financer les armées qui vont intervenir à l'extérieur. Et donc, elle a été utilisée et réaugmentée plusieurs fois, 2 fois déjà, pour pouvoir livrer des armes à l'Ukraine et les payer sur des crédits de cette nature. Le Fonds européen de défense, qui, lui, a été créé il y a déjà 3 ans. L'idée, c'est de créer des armements, une industrie d'armement ensemble. On voit bien combien c'est difficile, n'est-ce pas, pour mettre nos industriels ensemble. C'est la clé, quand même. C'est la clé. Et donc, petit à petit, tout ça n'existait pas il y a 5 ans. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un effort considérable. Alors, ce qui est le plus frappant, c'est la réaction unanime des États européens face à ce qui se passe en Ukraine. Personne ne s'y attendait, comme vous l'avez dit fort justement. On sait que presque unanime. Voilà. Parfois, M. Orban est quand même un petit peu dissident. Mais enfin, bon, il compte pas. Il compte pas. Disons, franchement. On lui fera savoir. Alors, si vous voulez, j'ai fait les comptes, parce que je pensais que vous me poseriez la question.
l'Union européenne a mobilisé 67 milliards Ouais. d'euros pour l'Ukraine, dont 12 Dont milliards ouais. pour la défense. Qui aurait dit ça il y a 5 ans? Voilà. C'est Ouais. pour ça que je dis que ça progresse. On le fait dans l'unité, parce que M. Orban, vous avez raison, mais enfin, les sanctions, il les vote. Hein. 1400 personnes sous sanctions, il les a toutes votées. Hein. Il ne les applique pas, mais il les vote. Voilà. Cyril Hofstein, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, certains disent par exemple que la défense européenne a fait plus de progrès en 1 an de guerre sur le front de l'Ukraine qu'en 20 ans de palabres à Bruxelles? Alors, ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Maintenant, je pense qu'il faut recadrer un peu ce qu'est la défense européenne et ce qu'est l'OTAN. Oui. La défense européenne, c'est une arme diplomatique. L'OTAN, c'est 2 axes. Il y a la partie diplomatique qui est à Bruxelles et la partie de commandement opérationnel qui est à côté dans le NO, au SHAPE. L'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, c'est un ensemble de contingents militaires prêtés par les États sur des opérations précises et définies. L'OTAN, c'est une posture de défense, hein, avec le fameux article 5 qui est d'une clarté absolue, puisque l'attaque d'un État membre conditionne la riposte de tous. C'est le principe fondateur de l'OTAN. Mais c'est surtout aussi le renforcement d'une posture de défense. C'est ce qu'on voit actuellement à l'Est. Quand la France envoie des contingents en Estonie, etc., c'est donc le renforcement militaire aux frontières. Mais ça n'est pas ça. L'OTAN, c'est aussi... L'OTAN n'a pas de moyens propres. L'OTAN, c'est quelque chose d'assez fantasmé, en fait. Tout le monde en parle, peu de gens le connaissent. Alors justement, vous y étiez allé en reportage Oui. juste avant l'été, et vous aviez fait un article très intéressant titré « L'OTAN sur le pied de guerre ». On ressentait cette effervescence, on ressentait cette espèce de mobilisation des membres, des 30 pays membres de l'OTAN. C'est assez difficile de la ressentir pour plusieurs raisons. Parce que l'OTAN a une autre particularité qui est très intéressante, c'est que c'est la seule institution où les décisions doivent être prises à majorité absolue. Le refus de voter d'un membre torpille littéralement la décision. Donc c'est l'unanimité. À l'unanimité. Ouais. Il faut l'unanimité. Oui, Ce qui comme n'est pas dans le cas. Et c'est le cas de l'Union européenne pour la politique Ouais. européenne de sécurité et de défense. C'est ce qui explique aussi le blocage sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Il y a 2 Oui, pays qui c'est refusent, la Hongrie et la Turquie, pour des raisons totalement différentes. Surtout la Turquie. Surtout la Turquie. Ouais. Donc, non, l'effervescence, c'est difficile, parce que, comme le faisait remarquer le général Yakovlev, qui a eu un rôle déterminant à l'OTAN, il y a la partie émergée de l'iceberg à l'OTAN, avec toutes ces commissions, toutes ces rencontres, sous ce bruissement international et diplomatique, très policé, on n'élève jamais la voix, c'est très... On s'engueule jamais à l'OTAN. J'ai jamais vu ça. Alors, non, on s'engueule pas en direct. En revanche, Europe, on s'engueule. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des couloirs, le corridor de diplomatie en OTAN, où là, quand tout est terminé, tout le monde se retrouve dans les légations, dans les salons, dans les couloirs, et c'est là que la politique de l'OTAN se décide. Tu me donnes ça, je te donne ça, je prends ça, etc. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans la manière de fonctionner de l'OTAN. Je ne vais pas me faire des amis, mais ça rappelle un peu les démocraties grecques, avec cette espèce d'agora permanente. C'est très intéressant. Mais de là à parler d'effervescence, on ne dira pas. Non, c'est très feutré, c'est à fleur et moucheté. C'est quand même... Démocratie grecque, ça vous a fait sursauter? Non, je dis, c'est quand même la première alliance militaire du monde. Ah oui, Ouais. c'est sûr. N'est-ce pas? Quand ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, quand vous voyez des manœuvres de l'OTAN, il vaut mieux être avec que contre. Voilà, donc ça, tout le monde l'a compris. Et ça a permis aux Européens d'apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire que les fréquences radio, les procédures, etc., c'est celle de l'OTAN. Et tous les pays européens ont déjà cette complémentarité grâce à l'OTAN. Alors, quand en plus vous rajoutez la puissance américaine et que vous avez 3 porte-avions en Méditerranée, permettez-moi de dire, il n'y a aucun État au monde, qu'il soit Certes, Chine ou Russie, mais qui peut... Alexis ça, c'est Ferchak, intéressant. il ne faut pas omettre la partie américaine, la contribution américaine, parce que si on l'enlève, c'est que l'OTAN fait beaucoup moins peur, n'est-ce pas? L'OTAN, c'est pas que les couloirs, c'est aussi toutes les manœuvres et donc les standards OTAN et donc pour les militaires français aujourd'hui, ils parlent quotidiennement le langage OTAN et ils n'imaginent pas en fait une absence d'OTAN, ça n'est pas possible. Mais la conclusion, la conséquence de ça, c'est aussi qu'il y a parler d'autonomie stratégique européenne dans ce cadre, c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que pour abusif selon vous?
Un abus de langage? Oui, mais d'ailleurs, il n'y a que les Français qui parlent de ça. Les autres Européens n'en veulent pas. Jean-Dominique Giuliani, on est sous tutelle américaine? Non. Mais c'est une tutelle qui est probablement la meilleure des tutelles, mais c'est une tutelle. La moins pire de Écoutez, tutelle. il faut choisir son empire, comme vous Oui, comme mais vous disiez. ça revient à dire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Mais non, il y a des tentatives de souveraineté européenne. Pourquoi? Parce que sur des sujets diplomatiques, on l'a vu dans les 20 dernières années, on ne peut pas dire que les Américains aient toujours eu raison. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont trompés plusieurs fois. Y compris quand Jacques Chirac, par exemple, leur a dit qu'il ne faut pas faire deuxième fois la guerre en Irak. Bon. Et donc, voilà, il y a cette tentative menée par la France et qui, c'est vrai, pour l'instant, n'a pas vraiment abouti, mais qui, moi, je le vois, à force de fréquenter les Européens, prend corps petit à petit. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan économique, pour les importations, pour les terres rares, pour tous les... pour l'énergie, petit à petit, on prend conscience qu'on a besoin d'être plus autonome. Alors, on est toujours dans cette alliance militaire. Sur le plan diplomatique, on essaie d'être plus autonome. C'est, par exemple, les Thierry Breton, Madame von der Leyen essaient d'avoir une Europe plus autonome. Mais je voudrais rajouter quelque chose aussi, parce que ça, les Français l'oublient trop souvent. L'Europe n'a jamais été autonome. L'Europe a toujours été dépendante du monde entier. Dans l'histoire, depuis l'âge d'or portugais, espagnol, hollandais, Les empires étaient quand même européens, oui, à une certaine époque. Mais la richesse de l'Europe, elle vient du monde entier, de son ouverture au monde. Et ça, je suis pas sûr que le monde entier soit d'accord. Pas sûr que le monde entier soit d'accord avec ça. Oui, et bien sûr. Non, mais il faut le reconnaître. Donc, on ne peut pas se refermer et vivre en vase clos, n'est-ce pas? On est obligé de rester ouvert aux autres, en exportant, en important. On est dépendant. Il faut choisir nos dépendances. On ne sera jamais totalement indépendant. D'accord. Alors, on en vient à notre deuxième point. Est-ce qu'il faut élargir l'OTAN? Alors, d'une part, Suède, Finlande, on l'a évoqué, il y a quelques petits soucis avec M. Erdogan. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la Moldavie, l'Ukraine, Cyril? La réponse du secrétaire général Jens Stoltenberg, c'est oui, mais à long terme. Enfin, il parlait de l'Ukraine en tout cas, et il ne s'avance pas, parce qu'il sait aussi que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est une ligne rouge absolue pour Poutine. Ben oui, mais les lignes rouges sont franchies, je crois, déjà en Ukraine. Alors, elles sont franchies jusqu'à un certain point. On revient sur cette idée de co-belligérance. C'est dans les discours de Poutine, agiter la menace de la participation de l'OTAN fait partie de sa rhétorique. Donc, quand Jens Stoltenberg, qui est un habile diplomate, dit à long terme, il ne se mouille pas. En gros, dans les couloirs de l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine, c'est un peu un serpent de mer. Faut être si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN, il n'y aurait pas eu la guerre. En fait, il y avait trois possibilités, rétroactivement. Il y avait une intégration immédiate de l'Ukraine et jouer sur le pouvoir de dissuasion de l'OTAN, l'article 5. Et est-ce que Poutine aurait osé attaquer l'OTAN? Quand on voit ce que vaut son armée, on peut avoir des doutes, mais ça aurait certainement... Il n'était pas forcément très lucide au départ sur l'état de son armée. C'est ça. Donc, il sait très bien ce qu'est l'OTAN, en revanche. Ouais. Oui, l'OTAN, c'est 10 fois l'armée russe. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le scénario d'une guerre conventionnelle entre la Russie et l'OTAN, la Russie se ferait très probablement écraser. Après, du coup, ça poserait un autre problème, et qu'on arriverait rapidement à une question qui est celle du nucléaire. Oui. La deuxième possibilité, c'est celle qu'on a faite, une promesse en 2008 d'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, mais à très long terme. Et les résultats, c'est qu'on a probablement énervé les Russes sans donner à l'Ukraine finalement les moyens de se défendre, même s'il y a eu un partenariat qui s'est renforcé. C'était Jean Gliasti, l'ancien ambassadeur français à Moscou, qui disait, en gros, la solution, c'était l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'OTAN est dans l'Ukraine. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute ce que dit là-dessus le président Volodymyr Zelensky. En gros, qu'à la fin, l'Ukraine sera dans l'OTAN et dans l'UE. Il a dit ça lorsqu'il est venu à Bruxelles le 9 février. Довготривалий мир в Європі встановиться лише коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати. Єдність у тому, що Європейський Союз буде з нами, з Україною до перемоги України. А Україна буде в Європейському Союзі. Est-ce que l'Ukraine, finalement, est déjà dans l'OTAN? Non, on ne peut pas dire que l'Ukraine soit dans l'OTAN.
pour l'instant, si vous voulez, Poutine est focalisé sur le fait qu'il ne veut pas de troupes occidentales à ses frontières. Nous devrions pouvoir trouver un moyen d'avoir une paix. Et il avait des troupes occidentales déjà dans les Pays-Bas. Oui, mais à ses enfin, frontières. donc il ment. Il ment une fois de plus, c'est un prétexte, etc. Et donc, il a besoin d'avoir un ennemi pour pouvoir conforter son pouvoir qui est menacé, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, si vous voulez. Et donc, oui, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne, l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Ça À quelle échéance vous voyez je pense qu'il faudra beaucoup de temps, n'est-ce pas? Parce qu'adhérer à l'Union européenne, c'est déjà lutter contre la corruption. C'est un immense pays qui fait une fois et demie la taille de la France. Absolument. 45 millions d'habitants. C'est le succès de l'Union européenne. Donc, à la fois, je sais que ça frustre beaucoup les Français. On dit on va élargir jusqu'où? Enfin, les gens, ils votent avec leurs pieds. Ils veulent vivre comme nous. Et donc, le fait d'avoir à nos frontières des gens qui vivent comme nous, c'est aussi une garantie de sécurité pour nous. Donc, il va falloir qu'on trouve le moyen de les intégrer. C'est pareil pour les Balkans. Et d'avoir avec les Russes une sorte d'architecture de sécurité qui permet de vivre ensemble à côté sans se menacer les uns les autres. Ça nécessite aussi beaucoup d'évolution de la part de la Russie, qui est restée, on le voit sur la guerre, avec la manière dont ils mènent la guerre, carrément en 1945. Le problème, c'est que tous les traités de l'architecture, qui est en fait des traités russo-américains, issus de la guerre froide, ils se sont tous effondrés les uns après les autres. Commencé par 2002, c'était le traité ABM sur la défense antimissiles. Là, les Russes ont suspendu leur participation à New Start et il n'y a plus aucun traité. Le traité ANF est tombé, le traité ciel ouvert. Et justement, on est dans cet affrontement de blocs. Cyril Hofstein, est-ce que l'OTAN vous paraît être plus une réponse à la guerre froide, ou est-ce que finalement l'OTAN est devenue elle-même une cause de cette nouvelle guerre froide? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Oui, évidemment, pour Poutine et la Russie, l'OTAN serait la cause de tout. Je crois qu'il faut nuancer, nuancer cela, parce que je vais surtout rebondir, moi, sur l'Ukraine dans l'OTAN. L'OTAN dans l'Ukraine. Enfin, l'OTAN dans l'Ukraine, mais de quelle Ukraine parlera-t-on et à quel moment? La question, elle est là. De quelle Ukraine parlera-t-on? Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine réunifiée? Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine amputée du Donbass? Est-ce qu'on parlera de l'Ukraine de l'Ouest? En fait, on s'est aperçu qu'il y a un nationalisme ukrainien, il y a une nation ukrainienne, mais est-ce qu'il y a un pays? Et ces questions-là, l'OTAN se pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut intégrer? Est-ce qu'il faut intégrer une idée ou est-ce qu'il faudra intégrer un pays? Et ça, c'est des questions qui se posent très durement à l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est le pragmatisme. Et c'est un peu le pragmatisme anglo-saxon et américain, dans la mesure où rien n'est fait qui ne soit pas mûri, rien n'est fait qui ne soit pas articulé. L'OTAN a toujours essaye d'avoir un coup d'avance, et je crois qu'il y avait eu un aveuglement de la part, c'est pour ça que je rejoins Jean-Dominique là-dessus, il y a eu un véritable aveuglement des pouvoirs politiques sur la réelle préparation de l'OTAN. J'en veux pour preuve que le renseignement donné aux forces nationales, européennes et internationales provient de l'OTAN. Hein, on le dit peu, mais l'OTAN dispose en propre d'une flotte de drones à Sigonella, à Naples, qui sont les yeux et les oreilles de l'OTAN et les yeux et les oreilles des États-Unis et du monde occidental. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant en réalité. Alexis Ferchak, je reviens sur ma question. Est-ce que pour vous, l'OTAN est cause de la guerre froide actuelle ou sa réponse, comme elle prétend l'être? Le problème, c'est que c'est la question de la réalité et des perceptions. Et en termes de réalité, je me souviens, j'avais écrit un article pour essayer de savoir s'il y avait une promesse de l'OTAN de ne pas élargir les frontières à l'Est. Et en fait, on se rendait compte que c'était des centaines de pages. Il n'y avait évidemment pas de promesse écrite. Il n'y avait même pas de promesse orale formelle. Le consensus, c'est qu'il y avait une promesse concernant l'Allemagne de l'Est, voilà. Ça, ouais. mais qui était entre Bush père et Gorbatchev. Oui. Et pas au-delà. le problème, c'est que les Russes l'ont perçu autrement. Et c'est un problème que les Occidentaux ont souvent dans leur relation avec le monde entier. C'est que pour eux, il y a des évidences. Et pour le reste du monde, la perception n'est pas la même. Ouais. Il y a une chose étonnante, les Ukrainiens aujourd'hui ont un discours, ils réécrivent l'histoire ukrainienne comme une colonisation de la Russie, de leur pays. Et c'est un discours qui, par exemple, pourrait porter en Afrique.
Or, le discours russe, étonnamment, les pays africains qui sont assez à cheval sur leur souveraineté vu leur passé, le discours russe, qui est un discours anti-impérialiste un peu à l'ancienne, fonctionne bien, et le discours colonialiste, entre guillemets, de l'Ukraine ne prend pas. Et cette question des perceptions, on peut se demander si les Occidentaux ne l'ont pas sous-estimée. En tout cas, il y a une réalité, c'est que peut-être que l'OTAN est capable de vaincre la Russie sur le plan conventionnel sans difficulté. En revanche, ils n'ont pas été capables de dissuader Vladimir Poutine. Et ça, quand on est la plus grande alliance militaire au monde, c'est déjà un premier échec. Mais est-ce que, Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on n'oublie pas dans cette logique d'affrontement de puissance, de zone d'influence, on n'oublie pas un peu les peuples concernés? Non. Alors, ça, si je peux me permettre, c'est une vision très française. C'est pas moi qui passe mon temps dans les pays d'Europe. Je peux vous dire que pourquoi ont-ils voulu adhérer à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne? Parce qu'ils ont vécu sous la botte soviétique. Et donc, ils ont vécu le pire. C'est pas des sociétés que moi, j'ai pratiquées derrière le rideau de fer. Ça ne peut pas être pire, sauf peut-être en Chine aujourd'hui. Voilà, ce sont des pays totalitaires. Donc, ils se sont libérés. Leur histoire est tragique. Ils sont restés du mauvais côté du rideau de fer, grâce d'ailleurs aux accords de Yalta et de Potsdam. Puisque les Américains voyaient ça de loin. Ah bon, vous voulez prendre Berlin avant nous, allez-y, etc. Staline a jeté un rideau de fer sur l'Europe. Churchill l'avait bien anticipé et avait tout fait pour l'éviter. Je vous rappelle que la France n'était pas du tout concernée. À la conférence de Potsdam, il n'y avait pas la France. Et donc, ces pays ont été du mauvais côté du rideau de fer, et dès qu'ils ont pu se libérer par la chute de l'Union soviétique, ils se sont précipités dans l'OTAN pour ne pas recommencer. Et aujourd'hui, on reproche beaucoup à Paris de dire mais les Polonais sont déchaînés, les Baltes, les Polonais veulent leur revanche, etc. Il faut comprendre que toute famille qui a vécu en Pologne ou dans un pays balte a connu la déportation pour des raisons absolument idiotes, imbéciles. Arbitraire, oui. Vous avez les mains propres, hop, vous partez au goulag, j'en connais, j'ai des amis comme ça. Et donc, voilà, donc maintenant, l'essentiel des pays d'Europe centrale, c'est pas leur revanche qui peut, sauf peut-être les Polonais, mais ils ont peur de voir une Russie poutinienne, expansionniste, qui réinvente l'histoire, révisionniste. Mais est-ce qu'ils ne vont pas trop loin en suggérant qu'il faille vraiment défaire la Russie? Et certains vont jusqu'à vouloir la démanteler. Oui, absolument. Ce qu'il faut défaire, c'est sûr, pour la sécurité de l'Europe et de la France notamment, et de l'Allemagne, c'est défaire l'idée qu'on peut changer les frontières par la force. Et qu'on peut, en Europe, sur le continent, on peut soumettre un voisin par la force. Alors, donc, il y a pas mal de pays dans le monde qui vous diront qu'on a fait ça au Kosovo. Et c'est un argument qui nous paraît complètement improbable, mais qui, ailleurs dans le monde, porte assez fort. La différence, c'est qu'il y avait un génocide en cours. Mais je suis bien d'accord, mais ce qui est... Or là, il n'y avait pas de génocide des Russes en Ukraine. Non, ce n'est pas vrai. Non, ça, je peux vous dire que non. Et quant à savoir si l'Ukraine existe ou pas, elle a effectivement connu, comme la Pologne, la Pologne n'a pas existé pendant 300 ans, l'Ukraine aussi a eu des problèmes. Enfin, bon, c'est surtout des Tatars en Crimée, des Cosaques en Ukraine, n'est-ce pas, qui existaient avant la Russie, avant Moscou. Il ne faut pas réinventer l'histoire comme Poutine le fait et la prendre pour argent comptant. Et c'est Poutine, je l'ai vécu, c'est Poutine qui a réveillé un nationalisme ukrainien qui n'existait pas. D'accord ? Et qui est même parfois un peu extrémiste. Il n'existait pas. Et donc, ils voudront faire comme nous avons fait, nous, en 14-18. Vous avez pris la Crimée, le Donbass, etc. Vous avez pris l'Alsace-Lorraine. On veut la récupérer. Alors, allez les empêcher et allez leur dire, écoutez, soyez gentils, on va faire la moitié de l'Ukraine. Ça va être très difficile. Mais, bon, on ne va pas faire toute notre discussion sur le but ultime de la guerre menée par les Ukrainiens face aux Russes. Mais si on revient à notre thématique de la défense européenne, ni l'OTAN ni la défense européenne ne vont jamais avoir pour objectif de disloquer la Russie ou de... Non, d'ailleurs, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, je vous rappelle que c'est une agression russe. C'est une guerre que je dis que mène l'Ukraine face à la Russie. Se défend. Voilà. Elle se défend, absolument. Donc, la défense de l'Europe, c'est simple. Aujourd'hui, c'est l'OTAN.
Et ce qu'on essaie de faire... Hors de l'OTAN, point de salut. Non, il ne faut pas dire Il faut ça. un pilier européen au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, la C'est ça, défense du solution. territoire de l'Europe, c'est l'OTAN. Il faut être réaliste, mais ce qu'il faut faire, c'est que de plus en plus, nous soyons au sein de l'OTAN une force qui compte, que nous investissions, que nous ayons des armées qui fonctionnent. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir notre mot à dire davantage. Alors, précisément, c'est notre troisième point. Comment procéder? Quelle est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut commencer, par exemple, par l'industrie, les industries de défense? Est-ce qu'il faut harmoniser les standards d'armes? Parce que, pour l'instant, c'est quand même un petit peu éparpillé, Cyril Hofstein. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce fameux standard OTAN, avec cette munition pour les armes légères de 5,56, qui est peut-être remis en cause par les États-Unis, qui veulent changer. En tout cas, c'était une rumeur, mais qui reste à confirmer, qui voudrait proposer un autre calibre pour les armes individuelles, ce qui propose un nouveau standard, ce qui pose aussi la question de l'industrie, du poids de l'industrie de défense américaine. Et bien sûr, oui, il y a un réarmement qui est en cours, mais il y a aussi une autre question qu'on n'a pas évoquée sur le réarmement européen et l'armement ukrainien. C'est tous ces transferts de compétences et ces transferts de matériel qu'on n'a pas évoqués, et qui me semblent très intéressants. Pourquoi? Vers l'Ukraine, vous voulez dire. Vers l'Ukraine. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a mis en difficulté l'Allemagne. Ça peut mettre en difficulté d'autres pays, parce que vous savez qu'il y a, sur les ventes d'armes, il y a des accords qui sont négociés entre le pays acheteur et le pays vendeur. Et dans la plupart de ces négociations-là, il est en règle générale proscrit de donner ses armes à autrui. Et toute la question va être de savoir quoi donner, à qui, jusqu'où, transfert de compétences, pas de transfert de compétences. Et ça va être la partie extrêmement épineuse. Mais les Européens ont quand même déjà pas mal avancé sur cette question-là, il me semble. Oui, alors, non seulement ils ont pas mal avancé, mais le préalable, c'est de prendre conscience qu'il faut réinvestir dans la défense. Certains disent qu'il faut réarmer à marche forcée. Est-ce que vous... Oui, je partage ce point de vue, et Dieu sait si je suis pacifiste. Nous dépensons plus de 35%, nous, par exemple, dans le budget français, pour la santé, la sécurité, les machins, et 2% pour la défense. Donc, et 0,8% pour la sécurité dans les rues. Donc, si vous voulez, je suis désolé, moi je veux la paix de mon pays, je veux la paix aux frontières. Il faut, si tu veux la paix, prépare la guerre, il faut être prêt à faire la guerre pour garantir la paix. Ce que nous n'avons pas fait ces dernières années. Donc je pense que c'est ça la leçon des Européens. Alors, ils sont en train, ils en ont pris conscience. Donc ils réarment tous. Regardez l'Estonie où il y a eu des élections ce dimanche. La première ministre a été réélue triomphalement, elle a gagné des voix en disant on va dépenser 3% de notre richesse pour la défense, tout en accueillant plus de 100 000 réfugiés ukrainiens. Donc voilà, donc cette prise de conscience, elle est en cours, il faut la mener à bien, mais il faut savoir qu'il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix dans nos sociétés. On ne peut pas à la fois dépenser pour avoir la paix et en même temps dépenser... avoir un budget des choix budgétaires, oui. Budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coordination entre les pays européens quand même et de compétition Et de tout simplement. concurrence, ouais. De concurrence, y compris dans les domaines de la défense. Et on voit tous ceux qui se précipitent pour acheter du matériel américain, de préférence à tout autre. Il y a un point intéressant, c'est sur les questions des chars, où finalement il y avait le char Challenger britannique, le Leclerc français, le Léopard allemand, et en termes d'ordre de grandeur, chaque pays avait à peu près 200 chars. Donc, ce qui montre vraiment la diminution des arsenaux. Mais en revanche, l'Allemagne a vendu des Léopard 2 à raison de 1700 dans l'ensemble de l'Europe. Et donc finalement, la France pouvait faire ce qu'elle voulait. Le seul char européen qui existe actuellement, c'est le Léopard 2. Et donc ça a posé un énorme problème, parce que nous, on ne sait pas comment renouveler nos Leclerc, donc il y a le projet MGCS. Et évidemment, les Allemands, entre guillemets, ils veulent un peu nous imposer, mais c'est une sorte d'état de fait. Et donc, cette concurrence, elle prospère en Europe. Est-ce que précisément, ce n'est pas la base de tout? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par bâtir, je ne sais pas, un Airbus des chars ou... Oui, bien sûr, mais on le dit, on le sait de le faire. On ne le dit pas tellement. Je ne trouve pas que ça occupe beaucoup les... Parce qu'on est aussi sur une dynamique de temps particulière. C'est que... on utilise aujourd'hui des armes qui ont été créées il y a 10 ans. Et plus. Et parfois beaucoup plus. C'est-à-dire que le moment où on acte un projet d'armement, quel qu'il soit,
il y a un delta considérable. Il y a un delta considérable. Et les prochaines, enfin, ce qui va sortir de la prochaine LPM, la loi de programmation militaire, ça va conditionner sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Donc, en fait, il y a toujours un décalage entre le temps long de la politique d'armement, du développement d'une politique d'armement, et le temps court de son emploi. Ce que disait Alexis sur les chars Léopard 2 allemands, l'avantage de ces chars, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est que les Polonais sont familiarisés à leur utilisation et que c'est un char léger, facile, ancien et donc adapté aussi au mode de fonctionnement de l'armée ukrainienne. Après, il y a aussi un décalage pour moi important entre la cosmétique et la réalité. Je dis cosmétique pourquoi ? Parce que donner des chars Challenger anglais qui sont des chars moyens et difficile à manœuvrer, ou donner des Leclerc, où on sait qu'il y a une formation indispensable. Il y a aussi une pression politique ou une pression médiatique pour envoyer des chars qui ne servent à rien. Des chars non armés, ça sert à rien. Avoir 14 Challenger, ça sert à rien. C'est une goutte d'eau. Il vaut mieux avoir 300 Léopard. Absolument. C'est comme un pays qui voudrait acheter des sous-marins, mais qui n'a pas ce qu'on appelle une sous-marinade, c'est-à-dire des équipages. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi une espèce de surenchère sur l'aide militaire à l'Ukraine qui serait bon de nuancer et de remettre en perspective aussi sur les besoins propres des États. Alors sur ce point, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent de toute façon, c'est pas la peine de garder nos 200 chars Leclerc parce que le front, il est là-bas. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Et en plus, sur nos 200, et on ne va pas nous envahir ici. Donc, 242 chars Leclerc. Je voudrais voir combien sont opérationnels. Ouais. Il y en a une centaine qui sont sous frigo, n'est-ce pas ? Et donc, on ne les utilise pas. Alors, il n'y a plus de pièces de rechange, il faut préciser, parce qu'ils sont vouloir nos militaires, depuis, ils sont là, 10 ans, 15 ans. Voilà. Nos militaires ont toujours... il faut pas on découvre quand même des choses à la faveur d'une guerre qui ne se déroule pas chez nous, mais à laquelle on est associé. On découvre des choses, quand même, c'est vertigineux. Absolument, mais ça, c'est nos responsables politiques de toute tendance qui, pendant des années, ont dit... il n'y a pas de risque de guerre, etc. Donc on aura des armées expéditionnaires pour aller en Afrique, etc. Et puis tout le reste. Alors nos militaires ont su préserver une armée complète, comme ils disent. Mais elle est microscopique dans certains domaines, n'est-ce pas ? On a des savoir-faire, on sait faire des avions de combat du meilleur niveau, on sait faire des chars du meilleur niveau, mais on ne sait pas les vendre, etc. On sait faire des missiles, etc. Et donc, on sait faire, mais on n'a pas voulu dépenser de l'argent. Alors, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les armements les moins chers et les plus opérationnels, ils sont américains. Donc, tout le monde achète américains, les Polonais et Coréens. Et c'est les Polonais qui... Mais si les gouvernements européens, surtout ensemble, décident de mettre des moyens, croyez-moi, l'industrie européenne, elle existe. Le savoir-faire, il existe. Un pays qui met des moyens, c'est l'Allemagne, puisque le chancelier Scholz a dégagé une enveloppe de 100 milliards d'euros. Sauf qu'apparemment, il y a seulement 10 milliards à ce stade qui ont été fléchés, comme on dit, c'est-à-dire qui sont voués à des dépenses précises. Le problème de l'Allemagne, à mes yeux, le problème de l'Allemagne, c'est qu'ils ont une industrie formidable, mais il n'y a pas d'armée, n'est-ce pas ? L'armée, elle dépend du Parlement. C'est quelque chose qu'on a imposé à l'Allemagne au lendemain de la guerre. Donc, elle dépend du Parlement, elle dépend des députés, elle dépend des majorités. C'est pas une bonne chose. Voilà. Je le soupçonne dans votre... Non, je ne dis pas que c'est... Mais en tout cas... C'est pas une bonne chose pour utiliser son armée. Elle n'a pas le droit de faire la guerre. Constitutionnellement, l'Allemagne n'a pas le droit de faire la guerre. Les soldats peuvent désobéir, dénoncer leurs supérieurs. Il y a un inspecteur... Des syndicats. Ils ont des syndicats. Il y a un inspecteur de la Bundeswehr nommé par le Parlement, qui est en fait le vrai ministre. Le ministre n'a pas trop de pouvoir, le chancelier pas du tout. Donc il y a plein de raisons qu'on pourrait expliquer. Et donc la Bundeswehr n'est pas prête de revenir. Excité ou affolé devant ce chiffre de 100 milliards d'euros, il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Non. Il faudrait voir dans 10 ans quand même. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de monter graduellement. Le problème, c'est qu'ils sont tellement en retard qu'au début, ils ne savent pas par où commencer. Et c'est vrai que ils vont passer à 70 milliards par an. Ce n'est pas seulement des achats de matériel qui font une armée, mais c'est toute une culture qu'il faut changer. Et c'est vrai que la Bundeswehr n'est pas en très bon état. J'ajoute que si on veut dissuader la Russie, qui est une puissance nucléaire, il vaut mieux être nucléaire que conventionnel. Donc je ne vois pas l'intérêt de dépenser 100 milliards en chars, etc. À mon avis, c'est gaspillé. Il vaudrait mieux qu'on ait
D'ailleurs, c'est la position de la France et de 4 présidents français de dire parlons de la dissuasion nucléaire. Si la France reconnaît que la sécurité de l'Allemagne dépend de ses intérêts vitaux, ça peut être plus intéressant que dépenser 100 milliards. C'est un sujet extrêmement complexe, évidemment. Oui. Hein, on ne peut pas régler comme ça sur un coin de table. Mais ça fait dommage. plusieurs présidents qui tendent la main à nos partenaires en disant mais la France reconnaît que si on envahit l'Allemagne... Macron a fait dire je ne sais pas si c'était un dérapage, mais il avait déclaré à propos de l'Ukraine que la dissuasion française ne concernait pas l'Ukraine et sa région. On lui a reproché. Ouais, on lui a reproché. Ouais, juste titre, Sur la méthode, est-ce qu'on peut bâtir une Europe de la défense, une Europe souveraine à 27 ? Ou est-ce qu'il faut passer par ce qu'on appelle des coopérations renforcées, selon De vous ? facto, c'est comme ça que ça se passe déjà. Vous voyez bien que l'Europe, dans tous les domaines, fonctionne comme ça. Elle fonctionne par quelques-uns qui montrent un exemple, qui restent ouverts aux autres. Rejoignez-nous si vous voulez pas. Le brevet européen, c'est comme ça. Le droit de la famille européen, c'est comme ça. On est dans une Europe à la carte de plus en plus ? Il y a des objectifs, il y a des méthodes, des institutions, et après, il y a ceux qui sont volontaires et ceux qui le sont moins. Aujourd'hui, la Pologne, la Hongrie n'ont pas adhéré à Schengen, mais ils ont les mêmes problèmes pour autant. Le Royaume-Uni aussi, etc. N'avait pas adhéré à Schengen quand il était membre de l'Union. Il n'a pas réglé les problèmes d'immigration pour autant. Mais, donc l'idée, c'est d'avancer comme ça, à quelques-uns, dans un objectif. Donc, une défense européenne, c'est pas pour demain. On est très en retard, mais il faut regarder l'objectif et il faut y croire. Et je crois que... Mais ça ressemble à quoi, pardon, l'objectif vous le visualisez comment à 20 ou 25 ans ? Des regroupements industriels, avec une véritable industrie. D'accord, avec une vraie industrie de défense avec de européenne. vraies commandes. Parce que pour faire vivre une industrie, il faut des commandes. C'est ça dont se plaignent nos... Et au-delà de l'appareil industriel ? Et après, il y a déjà, on ne le sait pas, il y a un centre satellitaire européen qui fait du renseignement. Et on n'est pas les plus mauvais, on n'a pas autant de satellites que les Américains, mais on est aussi bons. C'est petit à petit avoir du renseignement, petit à petit avoir peut-être des corps expéditionnaires. On a décidé au printemps dernier d'avoir 5000 hommes qu'on pourrait, par exemple, envoyer en Afghanistan pour rapatrier les Européens. Voilà, ce qu'on n'a pas pu faire. Bon. Donc c'est un début, c'est lent, ce n'est pas encore au niveau de ce qu'il faudrait, mais on doit garder cet objectif. Mais un état-major européen, il y en a un, mais franchement, par rapport à l'OTAN... Oui, il y a toujours ce problème de doublons, Ces doublons problème de chaîne de commandement, effectivement. En fait, j'ai envie juste de vous raconter une anecdote pour revenir un peu sur le sujet. Les officiers français, principalement de l'armée de terre, qui ont été formés dans les années 70-80, étaient formés sur le pacte de Varsovie. Et moi, je me souviens en Ukraine d'avoir rencontré un attaché de défense français et qui m'a fait visiter le musée militaire de Kiev. Et il y avait tous les blindés, tous les camions, etc. Et ce colonel de gendarmerie connaissait tous les types des véhicules. Et il les nommait, c'était incroyable. C'est une encyclopédie vivante du matériel du pacte de Varsovie. Et il a conclu cette visite en me disant, nous, on avait calculé, on savait, on avait appris à Kouetkidan qu'on avait 3 jours. 3 jours, les blindés soviétiques étaient à Paris. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un espèce de rappel de l'histoire, tout simplement parce qu'on a vécu dans une forme d'illusion, de guerre lointaine. Mais pour les officiers plus anciens, ça a toujours été là. C'est-à-dire que cette espèce de grande conversation diplomatique, politique, faut-il y aller, pas y aller, c'est très brumeux par rapport à la réalité de la formation de la doctrine française post-guerre froide. Ouais. Et ça a été totalement oublié. On parlait tout à l'heure des chars. Tous les chars européens de l'Ouest ont été fabriqués, conçus, pensés pour affronter ceux du pacte de Varsovie. Tous les régiments de chars français, de chars lourds, étaient dans les régions de l'Est. Alors la guerre est une prophétie autoréalisatrice.
Alexis Fertschein. Ça, c'est le débat entre ceux qui se qualifient de réalisme, et il y a différentes formes de réalisme, mais par exemple Védrine, Villepin, etc., qui considèrent qu'il y a une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que tout le monde finalement a joué à se faire peur depuis 1991, et on a auto-réalisé la guerre, et c'est pour ça qu'un Védrine peut aller jusqu'à dire qu'on a co-fabriqué Vladimir Poutine. Donc ça, c'est la thèse des prophètes de malheur à qui leur prophétie échappe. Et puis il y a la thèse beaucoup plus simple qui est, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et aujourd'hui, il est indubitable que le réel donne raison à ces gens-là. Alors après, ceux qui sont favorables à discuter avec la Russie disent oui, mais si on avait agi autrement, peut-être que... Et on n'aura jamais... C'est pas un peu tard pour discuter avec la Russie? Bien sûr que si. Et la grande erreur des réalistes, à mon avis, c'est qu'ils ont surestimé la volonté des Russes. Pourquoi on les appelle des réalistes, au fait? Pardon, c'est eux qui se qualifient comme ça de réalistes. Je ne suis pas sûr que ce soit très réaliste. En réalité. Mais en général, ils se qualifient de réalistes. Et leur grande erreur, c'est d'avoir cru, et ça c'était un manque de réalisme, que la Russie voulait encore... Moi, j'ai assisté à ça. Écoutez, Jacques Chirac m'avait emmené avec beaucoup de personnalité dans un de ses voyages d'État en Russie. J'étais présenté à Poutine. Donc, à cette époque-là, la France... L'homme qui a serré la main de... c'est pas... Donc, à cette époque-là, on a fait tous les efforts nécessaires pour engager la Russie, comme on disait, et notamment la France, l'Allemagne et même l'Union européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a toujours dit qu'il faut essayer d'arrimer la Russie à l'Europe. Et ça, quand est-ce que ça a vraiment déraillé? Ça a déraillé quand, après 2 mandats, Poutine a cédé la place fictivement à Medvedev et est revenu. Et la classe moyenne russe, qui grâce à Poutine avait commencé à s'enrichir, à voyager, etc., a pris ça comme un déni de démocratie. Et il y a eu des manifestations, il y a eu Navalny, il y a eu 2012, etc. Et à ce moment-là, Poutine a pris peur. Et donc, en vieil espion du KGB, en vieux policier, il a serré la vis. Et on l'a vu, nous, en Europe, puisqu'on voulait... la Commission a proposé en 1995, par exemple, de signer un accord. On avait un pacte stratégique avec l'Europe. Et qu'est-ce qui a coincé? C'est que nous avions, nous, Français, par exemple, le plus grand nombre d'entreprises à Moscou, plus que d'entreprises allemandes. Mais quand on allait en justice, la justice était complètement corrompue. On a vu des industriels importants, des commerçants importants se faire déposséder, Kalachnikov à la main, protégés par le pouvoir. Et donc, il n'y avait pas d'état de droit. Et donc, ce que l'Union européenne voulait, c'est un état de droit minimum qui respectait, bien sûr, les droits de l'homme, mais aussi la justice, la stabilité juridique. Et ça, Poutine ne l'a pas voulu. Et c'est donc, moi, je l'ai vu de mes yeux, si vous voulez. Donc les réalistes disent, on l'a fabriqué, peut-être, on aurait pu mieux faire. Maintenant, on ne pleure pas sur le lait renversé. Il faut surtout dire, cette attitude est trop dangereuse. Et nous, en Europe, on ne peut pas tolérer qu'on remette en cause les traités, les frontières, et qu'un membre du Conseil de sécurité viole la Charte des Nations Unies. La responsabilité de déclencher le conflit, la responsabilité de déclencher le conflit, c'est la Russie qui l'a déclenché. Mais on n'est pas arrivé là par hasard. Je veux dire, ça n'est jamais vrai. Jamais il n'y a qu'un seul coupable. Jamais il n'y a qu'un seul responsable. Tous les protagonistes sont responsables. On n'est pas arrivé à la guerre de 14 simplement par la faute des Allemands. On est arrivé à la guerre de 14 parce qu'on avait tous mis en place, tous les Européens, une machine infernale qui a conduit à ce conflit. La guerre de 40, c'est pas seulement Hitler. La guerre de 40, il faut remonter beaucoup plus loin pour en voir les origines. Il faut remonter à la guerre elle-même. Il faut remonter aux traités qui l'ont suivi. Il faut remonter à ce qu'on a fait subir à la société allemande, qui a fait que la société allemande a appelé le nazisme et appelé Hitler. Et puis ensuite, pendant 5 ans, jusqu'en 1938, on n'a rien fait. Alors, voilà. Donc tout le monde a sa part de responsabilité et c'est très important de s'en rappeler parce que j'entends souvent dire mais ça c'est de l'histoire, c'est pas important, ce qui compte maintenant c'est le présent et c'est le présent, même pas l'avenir. Mais si, c'est important. Pourquoi ? C'est important au moins pour que nous comprenions nous aussi
que nous ne sommes pas le camp du bien. Et ça, c'est très important parce que si on pense que nous sommes le camp du bien, nous pouvons tout nous permettre. Le bien peut tout se permettre. Et si l'autre en face passe la même chose, vous imaginez où nous allons. Nous poserons bientôt la question de la diplomatie, à tout le moins l'horizon possible de la paix s'il y en a un, mais dans l'explication des causes de la guerre. On a beaucoup parlé depuis un an, quand on cherchait à comprendre les actions de Vladimir Poutine, on dit qu'il se sentait encerclé par l'OTAN, et cet encerclement par l'OTAN a provoqué à certains égards sa réaction. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre les Baltes, les Polonais et tous les autres peuples qui ont une longue histoire, appelons ça de domination par les Russes? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre finalement que tous ces peuples ont moins été annexés par l'OTAN, qui nous ont demandé la protection de l'OTAN contre la Russie, qui a finalement confirmé leur crainte en s'emparant de l'Ukraine? Oui, non, mais moi je comprends tout à fait. Mais comprendre, c'est déjà rentrer dans l'histoire. Bon, c'est déjà penser qu'il y a d'autres acteurs que ceux que nous voyons sur la scène, c'est-à-dire des acteurs qui sont en nous, qui sont dans les peuples, dans leur inconscient, dans leur mémoire, des acteurs qu'on peut appeler des civilisations, une histoire, des drames, des crimes, Bon, bien sûr, je comprends. Mais une fois qu'on a compris cela, d'abord, il faut l'étendre à tout le reste, il faut l'étendre aussi aux Ukrainiens, aux Russes. Il faut aussi regarder les implications de tout cela, non seulement sur l'Ukraine, non seulement sur la Pologne, la Lituanie, les pays baltes, etc., mais sur toute l'Europe, sur tout le continent et sur le monde entier. Voilà. Et que nous avons notre part de responsabilité, nous, occidentaux, comme nous en avons une forcément dans l'histoire qui précède, nous en avons une dans l'histoire qui suit. C'est-à-dire que moi, j'entends dire... c'est aux Ukrainiens à décider. Alors déjà, c'est aux Ukrainiens à décider s'ils rentrent dans l'OTAN. Non, les Ukrainiens décident qu'ils veulent entrer dans l'OTAN et les membres de l'OTAN décident s'ils veulent ou non accueillir les Ukrainiens dans l'OTAN. Est-ce que ça améliore les choses? Est-ce qu'au contraire, ça les aggrave? Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ça n'est pas à l'Ukraine toute seule de décider. Mais au temps présent, à quoi pourrait ressembler, parce que d'autres en appellent, je crois que c'est un peu votre cas aussi, une option diplomatique. Alors, à quoi pourrait ressembler aujourd'hui le contenu de ces négociations? Avant d'en arriver là, juste, si ça ne se termine pas par une option diplomatique, c'est-à-dire par une négociation et un accord, ou quels que soient les sacrifices que font les uns ou les autres, finit par se mettre d'accord pour faire ces sacrifices, ça finira comment? C'est la première des choses, c'est la première des questions à se poser. Donc, est-ce que ça finit par la guerre directe entre l'OTAN et la Russie? Jusqu'où? Est-ce que ça finit par la guerre nucléaire? Est-ce que ça finit par une sorte de solution à la coréenne? C'est-à-dire, on s'arrête, au mieux on fait un armistice, et puis pendant des décennies et des décennies, on a face à face, de chaque côté de la tranchée, des peuples qui sont hostiles. Mais que faire, Henri Guénaud? La dernière possibilité, c'est que sur des choses, mais très la dernière, mais c'est très concret ça. Moi, ce qui me frappe. Faut arrêter matériellement d'aider l'Ukraine aujourd'hui? Non, mais attendez. D'abord, il faut se demander quels sont les enjeux. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce débat, les enjeux ne sont jamais posés. Il y a une dernière hypothèse aussi, c'est qu'au pied du mur de l'engrenage, au pied du mur de la guerre totale, qui vous dit que les Américains, qui vous dit que les Européens seront ce jour-là aux côtés des Ukrainiens? Qui vous dit que la plus grande menace de Munich n'est pas celle-là? C'est-à-dire exactement ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, on dit on a des alliances avec la Tchécoslovaquie, avec tous les pays, ce qu'on appelait la petite entente. Et puis quand on arrive au pied du mur, on n'a pas les moyens d'aider la Tchécoslovaquie, surtout à partir du moment où la Pologne ne veut pas que les Russes passent par leur territoire. Bon, on la laisse tomber. Alors, c'est honteux, mais l'histoire ne commence pas là, elle commence bien avant. Et quand arrive le tour de la Pologne, on déclare la guerre, mais on ne va pas en Pologne. On reste derrière la ligne Maginot, et la Pologne se fait dépecer par la Russie et par l'Allemagne. Mais qui vous dit que ça ne finira pas comme ça si on va trop loin ? C'est-à-dire si la guerre nous échappe. Justement, vous dites qu'on va trop loin. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut qu'on arrête les livraisons d'armes? Non, mais les livraisons d'armes, il fallait s'en servir.
on ne peut pas non plus continuer avant de dire arrêtez, il faut arrêter l'escalade. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous appelez l'escalade? L'escalade, c'est je ferai que des armes défensives, puis je fais des armes offensives, puis je ferai pas d'armes à longue portée, puis je fais des armes à longue portée, puis je ferai pas d'armes lourdes, et je fais des armes lourdes. Il suffit que quelqu'un dise je donne un char léger pour que le voisin dise j'en donne 2. Puis quelqu'un dit je vais donner un char lourd, j'en donne 2. Enfin, on est dans une espèce de fuite en avant psychologique de la part de tous les dirigeants européens. Les Américains sont un peu plus entrés, laissent les autres faire, mais c'est terrible. Il n'y a plus aucune réflexion pour savoir où ça nous mène. C'est-à-dire qu'on ne sous-pèse pas les enjeux et on continue cette échelle de perroquet. Et puis ça va être les avions, et puis ça va être quoi après? Dans la ville de Brandebourg, en ex-Allemagne de l'Est, ils militent pour la fin de la guerre en Ukraine. Mais quand ces militants de gauche enfilent leur veste de pacifistes, c'est avant tout pour protester contre les livraisons d'armes. Voici notre pétition contre la guerre et la participation de l'Allemagne à cette guerre. Nous ne voulons pas de cette guerre, ni qu'elle arrive jusqu'à chez nous. Nous voulons être protégés. Dans cette région qui a fait partie du bloc soviétique jusqu'à la chute du mur de Berlin, la crainte d'une troisième guerre mondiale est réelle. Mais ces militants reprennent à leur compte le discours du président russe Vladimir Poutine. L'OTAN s'est considéré comme le grand vainqueur de la chute du mur et n'a pas tenu les promesses faites à Gorbatchev de ne pas s'élargir vers l'Est. Même si ce n'est pas une excuse pour la guerre, Poutine a laissé faire pendant des années avant de réagir. Dans les nouveaux Länder qui ont baigné dans l'anti-américanisme et l'amitié germano-russe jusqu'en 1989, la gronde contre le soutien à l'Ukraine monte en puissance. Samedi dernier à Berlin, ils sont venus grossir les rangs d'une manifestation qui a réuni 13 000 personnes. Sa co-initiatrice, l'égérie d'extrême gauche, Sarah Wagenknecht. Les pacifistes doivent reprendre la rue. Mais au milieu des colombes pour la paix, plusieurs drapeaux russes et les extrêmes de tous bords. Convaincre ces électeurs de l'engagement allemand reste un défi majeur pour cette députée de la majorité issue d'ex-Allemagne de l'Est. Notre passé nous imprègne encore. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne font pas la différence entre les Russes et Poutine. Or, ce n'est pas le peuple russe, mais bel et bien Poutine qui agresse l'Ukraine. Il est le seul coupable et il faut encore et toujours l'expliquer. Le changement d'époque amorcé par le chancelier Olaf Scholz il y a un an ne réunit toujours pas de majorité à l'Est. 59% des habitants y sont opposés à la livraison imminente de chars lourds en Ukraine. Ce qui est très frappant dans toutes les analyses du conflit, alors je suis très gêné, très embêté parce que je suis très décalé, j'en suis conscient par rapport à l'opinion commune des médias. Et j'ai toujours peur d'avoir l'air d'une brute insensible aux souffrances du peuple ukrainien. Donc je suis parfaitement conscient. Mais les gens ne voient pas que désormais, la guerre, fondamentalement, n'est plus, ou n'a jamais été d'ailleurs, une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour la Russie, l'Ukraine, techniquement, est un problème mineur. Et ils prennent leur temps. Il était en fait déjà très clair quand Poutine a annoncé ce que moi j'appelle une invasion et non pas une opération militaire spéciale, c'était un défi à l'OTAN et aux États-Unis, et pas simplement à l'Ukraine. Et là, il disait, nous sommes suffisamment forts pour rectifier, mettons, nos frontières. L'objectif n'a pas été atteint par Vladimir Poutine, d'ailleurs. Non, je dirais que pour le moment, l'objectif n'a pas été atteint, mais je voudrais vraiment dire que il y a un autre objectif beaucoup plus important qui a été atteint, c'est que les Occidentaux, qui en mon sens, je le dis, comme Mearsheimer, ont provoqué cette guerre, pensaient vraiment... Provoquer cette guerre ? Mais oui, bien sûr. L'agresseur, c'est quand même Vladimir Poutine. Comment dire ? C'est pas important. Je veux dire, je peux pas... J'ai déjà répondu à ces questions, et c'est pour ça que j'ai dit, je pense, comme Mearsheimer, comme une certaine école. Donc je répète l'argument, pour montrer que je ne me défile pas, je répète l'argument de Mearsheimer, c'est la Russie avait annoncé qu'elle ne tolérerait pas une Ukraine membre de l'OTAN. L'Ukraine était de facto membre de l'OTAN parce que son armée était réorganisée par les Américains, les Anglais et les Polonais. Et la Russie a fait une guerre préventive, ou fait une guerre de son point de vue préventive. Moi, j'accepte ça. Je n'aime pas la guerre,
Mais j'accepte ça. Mais pour moi, ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que je crois que les Américains ont plus ou moins été dans la situation de provocateurs, donc provoquant, c'est-à-dire poussant les Russes, les adossant et les forçant ça. Mais, parce qu'ils avaient, les néoconservateurs américains, travaillé avec l'hypothèse que la mécanique des sanctions allait détruire la Russie. Les Russes se pensaient suffisamment forts pour résister un peu aux sanctions. Mais ce qui s'est passé est tout à fait autre chose. C'est que la Russie a beaucoup mieux résisté aux sanctions qu'on l'imaginait. Sa croissance reprend. Et en revanche, on est en train de constater, les sociétés occidentales néolibérales et qui ont fait toutes les bonnes réformes qu'il fallait, etc., sont en train de constater qu'elles n'ont plus l'appareil industriel pour fournir des obus à l'Ukraine. Et maintenant, l'enjeu, les gens disent, il ne faut pas humilier Poutine. Enfin, les gens sont dans une sorte de rêve. Mais la vérité, c'est que maintenant, à mon avis, depuis que la Chine a compris que la Russie avait de larges chances de s'en sortir et est en train d'entrer dans le jeu avec sa base industrielle, je veux dire, c'est l'OTAN qu'il s'agit d'abattre pour les Russes maintenant. Les gens n'ont pas compris le niveau des enjeux. On va y revenir. Ce qui est très intéressant dans votre point de vue sur le conflit ukrainien, c'est que vous dites, et ce que disait Alexandre Devecchio, tout le monde s'est trompé, à commencer par les Russes, mais aussi ceux qui ont cru qu'ils avaient une armée forte et une économie faible. Et vous dites c'est l'inverse. Oui. Alors, question d'un internaute, justement, en commentaire à votre interview. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la valeur du rouble n'est pas aujourd'hui surestimée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est que quand je parle d'une guerre qui nous mène à la vérité. Donc, on part dans cette guerre et on mesure, c'est ce que les Occidentaux avaient en tête. Le PIB, produit intérieur brut russe, c'est 3% du PIB occidental. D'accord ? Et donc, comment est-ce que cette économie pourrait tenir ? Mais une fois qu'on a vu que le PIB ne représente, ça va être des avocats surpayés aux États-Unis, des médecins surpayés, avec d'ailleurs une mortalité qui augmente. Et si en Russie, il y a une capacité de production industrielle, agricole, qui est en ascension rapide, ce qu'on aura au final, c'est plus des chiffres, des choses financières, c'est des capacités de production. C'est ça la guerre. Et en ce sens, cette guerre devient un immense test de vérité sur, je dirais, le résultat du néolibéralisme. On attendait un effondrement de la Russie. C'est l'Angleterre qui est en train de s'effondrer. C'est quand même surprenant. Alors, est-ce que c'est pas lié forcément à la guerre en Ukraine ? C'est-à-dire que la guerre en Ukraine... Les opposants au Brexit disent que c'est lié au Brexit. Je sais qu'on doit dire ça, c'est clair. Alors là, par contre, je suis tout à fait prêt à reconnaître une erreur sur le Brexit. Moi, je pensais que le Brexit pouvait bien se passer, j'étais plutôt pour. J'admets que j'avais pas du tout anticipé ou compris les motivations des conservateurs anglais. Je n'avais surtout pas pris conscience du degré d'insuffisance de la base industrielle des Anglais, etc. Mais la vérité de la situation de l'Angleterre actuelle, c'est pour moi un drame personnel. L'Angleterre est un pays que d'habitude je ne critique jamais. Je veux dire, ça fait 50 ans que je me trompe sur l'Angleterre. Je suis en train de m'excuser de l'avoir fait. Donc peut-être que les Anglais vont remonter si vous non, voyez excusez, mais si vous voulez, la destruction d'un appareil industriel, c'est un processus de très très longue durée. Et ça avait même commencé en fait avant Thatcher, mais ça a été dramatisé par le... Et les gens vont dire que c'est l'échec du Brexit, mais la vérité, c'est que c'est l'échec du néolibéralisme. Et que l'incapacité des Américains... Les Américains n'ont pas fait le Brexit. Ouais. Eux non plus n'arrivent plus à produire des armements en quantité suffisante. Comment vous définissez le néolibéralisme ? Peut-être, on n'est pas tout à fait sûr pour les États-Unis. Comment vous définissez le néolibéralisme ? Le néolibéralisme, c'est cette espèce de détestation de l'État, de dénonciation de l'État en tant que déresponsabilisant les citoyens, rendant inefficace, paralysant la société et insistant pour l'établissement partout de concurrence pure et parfaite sur des marchés ou situation dans laquelle le marché lui-même devient un instrument
de discipline plus terrible que l'État d'avant. Et avec cette idée, le truc de Thatcher, there is no such thing as society, c'est-à-dire la société, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus rationnels sur un marché, il n'y a pas de croyance collective, de société qui permet aux gens d'agir ensemble. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que la puissance de l'Amérique a été dévastée par sa propre idéologie, et quant à l'Angleterre, mais j'ai envie de pleurer quand j'y pense. On va revenir sur la guerre en Ukraine et justement sur les Chinois. D'abord, votre plan de paix, votre point de vue sur le plan de paix chinois. Vous disiez le 4 février dans un entretien vidéo pour Olivier Berruyer, à la minute où les Américains diront que la Chine aide la Russie, le monde entier saura que les États-Unis ont perdu la guerre. Qu'est-ce qui vous fait avoir cette intuition et est-ce qu'elle est d'ores et déjà confirmée? Alors, d'abord, le plan de paix chinois. Les gens sont très déçus par le plan de paix chinois, mais en fait, les Chinois n'ont jamais dit qu'il avait un plan de paix. Je sais qu'après la conférence de Munich, toute la presse occidentale, qui est un peu affolée en ce moment, il y a un véritable affolement, a dit oui, les Chinois vont présenter un plan de paix. Non, c'était un truc de position, etc. Et ce qui affolait les gens, c'était de voir la Chine sortir de son rôle d'observateur distant et commencer d'occuper sa véritable place dans le système mondial. Et donc, on l'a souvent critiqué pour ne pas la tenir, d'ailleurs. Comment ? On l'a souvent critiqué pour ne pas la tenir. Maintenant, ça vient. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, mais ça n'est pas vrai simplement pour la Chine, c'est qu'au début, tout le monde a été un peu... honnêtement, la guerre nous a tous mis dans un état de stupéfaction. C'est vraiment... c'est un vrai choc pour tout le monde. Pour les russophobes, pour les russophiles, pour les gens comme moi qui ne pensent qu'à se battre pour le pluralisme de l'opinion dans son propre pays. C'est pour ça que je le dis. Et au début, on attendait, comme vous l'avez rappelé, des performances militaires extraordinaires de l'armée russe qui ne sont pas arrivées, première surprise, et puis un effondrement de l'économie russe qui n'est pas non plus arrivé. Et ce qui s'est passé pour moi sur le plan économique, qui permet à la Russie de s'installer dans la guerre, est beaucoup plus important. Et le monde entier, donc les Russes prennent confiance. Je ne pense pas du tout qu'ils ont intérêt à arrêter la guerre, personnellement. Et surtout, le monde se rend compte que s'engager du côté des Russes, c'est beaucoup moins dangereux qu'ils n'imaginaient. C'est-à-dire qu'il y a un effet de ralliement de l'ensemble du camp anti-occidental derrière les Russes, maintenant qu'ils avaient fait la preuve qu'ils pouvaient tenir le coup. C'est ça qui est le véritable... Alors, la Chine, si vous voulez, le problème, c'est que la guerre d'attrition, c'est des morts, il y a l'attrition en termes de pertes. Et donc là, les Russes sont très économes, ils font très attention, contrairement à ce qu'on dit, parce que la Russie a un vrai problème démographique. Et à mon avis, dans 5 ans, ils ne pourront plus faire cette guerre parce qu'ils vont avoir des classes creuses. Je dirais que les Chinois aussi vont avoir des problèmes de classes creuses dans un certain temps. Et puis, il y a l'attrition sur le plan industriel. Et là, partez de la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi la force de l'Amérique et la force du camp occidental? C'est que l'industrie américaine, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était la moitié de la production industrielle mondiale. Donc à partir du moment où les États-Unis sont entrés en guerre, c'était terminé. Les Allemands avaient perdu. Et là, vous prenez la production de machines-outils dans le monde. La Chine, c'est 30% des machines-outils. Le Japon, 15%. L'Allemagne, 14 ou 15%. Et l'Amérique se bat pour la 4e place avec l'Italie, à 7 ou 8%. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus la base industrielle. Et la France non, elle n'est même pas dans les... dans la course. Alors que c'était une puissance industrielle. Comment? Alors que ça a été une puissance industrielle. Oui, mais c'est ce qui est arrivé à l'industrie française, les catastrophiques. Donc, à partir du moment où on se dit que la Chine pourrait devenir l'arsenal des autocraties, comme l'Amérique a été l'arsenal des démocraties, on voit où on va. Est-ce que, comme l'évoque Michel de Gégère, le directeur du Figaro Histoire, dans son dernier livre, La mélancolie d'Athéna, les deux puissances ne sont pas dans le paradoxe de Thucydide, et que le vainqueur, soit les Russes, soit les Américains, ce sera de toute façon une victoire à la Pyrrhus et un affaiblissement du bloc Occident-Russie au profit de la Chine? Non, je pense qu'on va tous être perdants dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous prenez les deux guerres mondiales vraiment sanglantes, la première et la deuxième, ça se passait dans une période de l'histoire où toutes les populations étaient en croissance rapide. C'est-à-dire
la croissance de la population. Il n'y a que la France qui croissait lentement parce qu'elle avait eu une baisse de fécondité un siècle avant tous les autres. Mais les populations anglaises, allemandes, russes encore plus, augmentaient, japonaises, etc. Et ça permet d'expliquer pourquoi ces pays, après des guerres qui avaient fait des millions de morts, des hécatombes, Verdun, Stalingrad, enfin c'était des boucheries, des vrais, pas comme à une échelle incommensurable par rapport à ce qui se passe à Bakhmout en ce moment. Mais après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, après ce demi-siècle d'épuisement, tous ces pays ont été capables de faire des 30 glorieuses d'un genre ou d'un autre. Là, alors, ce qui a mené à la guerre, c'était que les pays progressaient à des vitesses différentes et se faisaient peur. Donc l'Angleterre avait peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes, et donc ces déséquilibres menaient à l'attitude allemande. Donc il faut qu'on se débarrasse des Russes et des Français avant qu'il soit trop tard. Les Anglais, on doit se débarrasser de la flotte allemande, des trucs comme ça. Maintenant, on a un paradoxe. C'est-à-dire que c'est vrai que les rapports de force entre les nations évoluent très vite, ce rapport industriel, mais dans un contexte de dépression démographique. C'est-à-dire que tous les rapports de force changent, mais la plupart des populations des pays avancés vont diminuer, sauf celles des États-Unis, qui continuent à augmenter, mais qui sont remplies de consommateurs plutôt que de producteurs. Donc quand ça sera fini, tout le monde sera perdant et tout le monde sera épuisé. Ça serait ça la bonne raison de discuter et de s'entendre. Est-ce que la grande faiblesse de l'Occident, finalement, ne tient pas dans la faiblesse, j'aperçois votre réponse, de ce concept qui vous est cher, c'est-à-dire les structures familiales? Non, mais oui, c'est-à-dire qu'on voit, ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu les cartes des votes à l'ONU, les gens qui ne soutenaient pas les Occidentaux. C'est à quel point l'Occident, c'était juste l'Europe, l'anglosphère, Angleterre, Canada, États-Unis, etc., et puis le Japon et la Corée, c'est-à-dire un tout petit monde. Le monde, je veux dire, qui pour moi, anthropologue, est un monde très particulier. C'est un monde traditionnellement assez féministe, contrairement à ce que certains pensent. Le féminisme, où la situation élevée des femmes est ancien, individualiste, pris dans des évolutions sociétales que j'approuve, en gros, et qui ne me gênent pas, puisque je suis un occidental. Il ne faut pas se raconter qu'on est autre chose que ce qu'on est, en fait. Et puis, mais 75% du monde, au centre, des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le monde arabe, c'est ce qu'un anthropologue décrirait comme des cultures patrilinéaires, centrées sur les hommes, avec beaucoup plus de sentiments communautaires dans la famille et dans les systèmes nationaux. Et donc, et l'Afrique aussi, la plus grande partie de l'Afrique. Et l'Occident n'a pas compris que cette guerre, dans cette guerre, beaucoup de sensibilités conservatrices, anti-occidentales, etc., du monde, pouvaient beaucoup plus facilement s'identifier à la Russie conservatrice et autoritaire de Poutine, plutôt qu'aux fantaisies culturelles du monde occidental. Et pourtant, l'Occident soutient un peuple, l'Ukraine, oui. Et qui a fait l'admiration de tous par justement sa résilience et sa mobilisation. Et est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ces forces-là et par là même la force du sentiment national? Alors, ça a été, je dirais, la grande surprise et la grosse erreur de Poutine. C'est-à-dire qu'à la veille de la guerre d'Ukraine, l'Ukraine était décrite pas du tout comme une démocratie naissante, mais comme ce qu'on appelle un failed state, c'est-à-dire un État failli, qui n'arrive pas à se construire, de la corruption, des oligarques, une diminution de population de 10 ou 15 millions d'habitants, en fait une société en perdition. Et ce que les Russes n'ont pas été capables d'imaginer, ce que je n'ai pas été capable d'imaginer, c'est qu'une société comme ça, aidée financièrement et techniquement par l'Occident, pouvait trouver dans la guerre un espoir, une façon d'exister. Et c'est pour ça qu'on est, quand on est confronté à ce qui se passe en Ukraine, enfin, moi personnellement, je suis toujours partagé entre un sentiment d'admiration, parce que c'est vrai que ce qui est fait pour l'Ukraine est admirable, mais avec une inquiétude sur une certaine dimension nihiliste. Voyez-moi la thématique du néonazisme ukrainien, je ne suis pas trop là-dedans. Par contre, l'idée
nihilisme, c'est-à-dire d'une fascination de la mort ou d'une capacité de sacrifice, ça c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on étudie les stratégies militaires ukrainiennes qui, en fait, sont très coûteuses en hommes. On dit toujours que les Russes sacrifient des tas d'hommes. Mais en fait, la réalité sur le terrain, c'est l'inverse. C'est l'Ukraine qui sacrifie des tas d'hommes. La Chine. Je crois que dans la relation avec la Chine, la Russie a un complexe, a le sentiment qu'elle pèse peu, qu'elle apporte peu dans la corbeille de mariée, dans cette alliance qui se profile, et qu'il lui appartenait de montrer que la Russie était capable d'un leadership mondial, d'un leadership en matière de sécurité dans cette bataille contre l'Occident. Et le pari, il faut le suivre de près parce qu'il marche pour le moment et nous le négligeons. La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. La Russie a réussi à neutraliser une grande partie. Avec elle ou neutre ? Ils sont avec elle ou ils sont neutres ? C'est plus que neutre, la neutralité. Dans la mesure où ce sentiment anti-occidental est très largement partagé. Si on prend les BRICS, si on prend l'Afrique, on voit bien aujourd'hui comment l'Afrique est montée contre nous, cherche à faire en sorte que la France quitte l'Afrique. Il y a un sentiment extrêmement actif. On se trompe si on parle de neutralité. Et cette capacité à jouer sur ce levier du monde est un élément qui aujourd'hui joue en faveur de la Russie. C'est pour ça que la situation est inégale. Ne l'oublions pas, la Russie n'a pas besoin aujourd'hui de marquer des points sur le théâtre ukrainien. Elle a besoin de geler la situation, car le temps joue contre nous, joue contre l'Ukraine, contre l'Europe, voire contre les États-Unis qui sont détournés de leur objectif majeur, qu'est la Chine. Question de Rufus sur l'application de France Inter. Les mots sont importants. Ça fait 15 ans que Poutine a déclaré la guerre à l'Occident. 15 ans que la guerre de déstabilisation a commencé. Comment recevez-vous les mots « guerre à l'Occident », Dominique de Villepin ? C'est le risque qui est derrière cette agression contre l'Ukraine. Je crois qu'il ne faut y céder en aucune façon. Parce que c'est le piège idéologique qui nous est tendu et qui pourrait rallier de très nombreux pays de ce qu'on appelle le Sud global. J'ai parlé des BRICS tout à l'heure. Un pays comme l'Inde y est très sensible. J'étais moi-même en poste en Inde au moment de la première guerre du Golfe. Eh bien, l'Inde était contre cette intervention de la coalition américaine. Il faut prendre en compte ces réticences, cette allergie à l'impérialisme occidental, ce qu'ils perçoivent comme l'impérialisme occidental, et ne pas voir le monde uniquement depuis notre fenêtre. Il y a un point de vue qu'il faut prendre, qui est un point de vue global, et donc il faut se mettre dans la tête des autres. Vous le voyez toujours, l'impérialisme occidental ? Pardon pour cette question un peu naïve. Ce qui était vrai, et très vrai même, et vous l'aviez dénoncé très justement, il y a 20 ans, pendant la guerre d'Irak, c'était à un moment T. Après, il y a eu Obama, il y a eu Trump, il y a eu Biden. Il y a eu le retour à une forme de repli, d'isolationnisme des Américains qui sont partis d'Afghanistan, qui sont partis d'Irak. Mais voyez le monde depuis le Brésil, depuis le Moyen-Orient et depuis l'Afrique. Il voit la séquence américaine en Irak, l'Afghanistan bien sûr, avec un relent récent, il voit la Libye, il impérialiste sans doute, il voit le Sahel, il voit l'Amérique en donneur de leçons. J'ai été très frappé. On remet sur la table à juste titre la question de la justice internationale pour traduire un jour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre Vladimir Poutine. Mais chaque fois que je me déplace dans le monde, on me dit mais on n'a pas traduit George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale, ni devant une juridiction spéciale. Le 2 poids 2 mesures. Vous êtes obsédé par la guerre d'Ukraine. Que faites-vous pour l'Éthiopie ? Que faites-vous pour le Soudan ? Que faites-vous pour les pays qui souffrent dans le monde ? Revient constamment. Donc il faut, oui, regarder le monde, pas uniquement de notre point de vue, mais aussi avec le regard des peuples du monde. C'était une perspective et c'est désormais une réalité. L'Occident est en train de préparer la relève de l'armée ukrainienne, sans doute dans la perspective de la contre-offensive qu'on évoque de plus en plus souvent. Blindés, chars, canons et même avions de chasse, des milliers de soldats ukrainiens sont de fait en train d'être formés sur le sol occidental dans plusieurs pays. Et le symbole peut-être de ce mouvement, c'est que 2 pilotes de chasse ukrainiens sont arrivés en Arizona. Je ne sais pas si on dit en Arizona ou dans l'Arizona. Alors,
Est-ce qu'ils vont être directement formés? On va voir ça en détail, mais en tout cas, c'est le symbole d'une politique officielle d'aide qui n'abat pas toutes ses cartes, en particulier sur les avions de chasse. Personne n'a dit « je vais livrer des avions de chasse à l'Ukraine ». Et pourtant, des pilotes ukrainiens sont bel et bien en train d'être formés, ici ou là, même aux États-Unis. On se souvient que Biden avait dit non, pas d'avions de chasse. Finalement, à bas bruit, encore une fois, sous les radars, oui, la relève de l'armée ukrainienne est en train d'être formée en Occident. D'abord, les faits, on met tout sur la table. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc officiel, des pilotes ukrainiens sont arrivés assez discrètement, mais enfin un média américain l'a révélé, sur le sol américain. Et oui, c'est une information de la chaîne américaine NBC. Il s'agit, vous l'avez dit, de 2 soldats, 2 pilotes de chasse de l'armée de l'air ukrainienne, habitués généralement à voler sur des MiG-29 ou des Sukhoi 25. Et ils viennent d'arriver à Tucson, en Arizona, sur la base américaine de Davis Monthan, base donc de l'armée de l'air américaine. Est-ce à dire qu'ils vont immédiatement apprendre à piloter les fameux F-16 américains? Pour cela, il faudra peut-être encore attendre un peu. Selon NBC, ils vont d'abord être évalués pour savoir quel est leur niveau de pilotage et donc déterminer combien de temps, combien d'heures de formation seraient nécessaires. En quelque sorte, ils vont servir David de cobaye. Rappelons que pour les F-16 américains, on parle de formation de 18 mois, mais le délai peut être beaucoup plus court pour des hommes expérimentés. Comment vont se dérouler ces tests? Principalement sur un simulateur de ce genre, couramment utilisé par les armées de tous les pays. Point important, ils ne sont pour l'instant ces pilotes que 2, mais une dizaine d'autres pourraient les rejoindre, si ce n'est pas déjà le cas, dans le courant du mois. Pourquoi cette image est-elle importante? Parce que tout le monde, vous l'avez dit, a en mémoire le mot de Joe Biden quand on lui parlait de livraison d'avions américains à Kiev. Il avait tout simplement dit non. Il semble donc que la réponse ne soit pas aussi tranchée. Voilà, ils ne sont que 2, peut-être 10 bientôt, mais c'est un symbole. Et c'est un symbole fort, surtout que d'autres pays alliés des États-Unis ont pris les devants. Oui, le mouvement est bel et bien lancé. Depuis plusieurs jours, d'autres pilotes ukrainiens ont commencé leur entraînement. En Angleterre, cette fois, sur ces avions. Les voici, les Typhoon, des avions de chasse aux normes de l'OTAN ou des Hawk T2 qui servent régulièrement d'avions école pour les pilotes britanniques eux-mêmes. Combien sont-ils ces pilotes ukrainiens? L'information est secret défense. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dès la fin de l'année dernière, l'armée de l'air ukrainienne, très prévoyante, avait sélectionné une 50aine de pilotes prêts à partir en formation, des hommes aguerris avec une solide expérience sur les avions soviétiques et dont certains avaient en plus déjà suivi des exercices avec l'armée de l'air américaine avant la guerre avec la Russie. Même secret, David, sur la durée de cette formation, il est question selon les Britanniques de 6 mois. En tout cas, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mateusz Morawiecki, le Premier ministre de la Pologne, indiquait ceci il y a quelques jours. Nous sommes prêts à mener une telle formation sur des chasseurs F-16 en Pologne. Il est très important, dit-il aussi, que le ciel ukrainien soit enfin sûr. Bref, le Premier ministre letton, Artur Kreščianis résume les choses à sa manière. La livraison d'avions de chasse n'est qu'une question de temps. La Lettonie, membre de l'OTAN, membre de l'Alliance Atlantique. Et dans le même temps, alors que l'Ukraine attend des livraisons de chars d'assaut, eh bien des centaines, des milliers de pilotes de chars ukrainiens, eux aussi, sont accueillis en Occident. Oui, et là, c'est une opération, David, d'une toute autre ampleur. Une centaine de pilotes de chars sont en ce moment même en plein exercice sur les fameux Léopard 2 allemands. Ils sont en Pologne, sur la base de Świętochów, c'est au sud-ouest du pays. Et en voici les premières images. Le début de la formation se fait là aussi sur un simulateur, une sorte de poste de commandement du Léopard, reconstitué, vous le voyez, en intérieur, qui est ouvert pour que l'on puisse examiner le pilote. C'est là que les Ukrainiens apprennent à piloter, à charger le canon, à manœuvrer. On les voit ici à l'œuvre, avant de s'entraîner cette fois à l'air libre sur de vrais chars Léopard. Une centaine d'autres ont également commencé leur formation aussi dans le sud de l'Angleterre, sur cette fois les fameux chars Challenger britanniques. Normalement, la formation dure 7 semaines, mais pour les Ukrainiens, elle serait accélérée et réduite à 21 jours selon un militaire britannique responsable de la formation. Donc, si on se résume, une centaine de soldats en Pologne, une centaine en Grande-Bretagne. Si l'on considère d'autres types de blindés comme les Bradley américains, là, ce sont 600 soldats qui viennent d'achever leur formation
formation sur une base américaine en Allemagne. Une autre promotion, entre guillemets, va prendre le relais. Bref, on peut dire, sans exagérer, David, que ce sont en ce moment des milliers de soldats ukrainiens qui sont en train de former une nouvelle force vive pour cette armée de Kiev. Ce n'est plus un projet, c'est désormais une réalité avec une perspective, évidemment, la contre-offensive que prépare l'armée ukrainienne. Oui, on n'a pas parlé de la France, évidemment, où il y a aussi, on ne connaît pas le chiffre, mais la France qui livre des chars légers. Jusqu'à présent, elle formait des Ukrainiens, des soldats ukrainiens à ses canons César. Elle en forme aussi pour ses chars légers, la République tchèque également. Bref, est-ce qu'on est en train d'assister, Général Trinquant, oui, à la formation de cette relève de l'armée ukrainienne, peut-être pas en nombre, mais en tout cas en qualité, qui va mener la contre-offensive? Oui, alors juste trois choses. D'abord, la formation, ça fait plusieurs mois qu'elle a commencé. Vous parliez des Césars en France, par exemple. On a formé les artilleurs en France, maintenant, il y a un petit moment. Hein. Mais est-ce qu'elle n'a pas changé d'échelle? Alors, je répète, au début, c'était essentiellement pour s'adapter au matériel qui avait été donné. Je parle des Césars, mais aussi une formation plus globale et plus fondamentale. 10 000 soldats formés en Grande-Bretagne. Une mission européenne pour former 15 000 soldats. Mission européenne. Donc ça veut dire financé, etc., par l'Union européenne, avec formation en Pologne et en Allemagne en particulier. Et là-dedans, vous avez deux types de formation. La formation générale, être capable avec un groupe tactique de faire de la manœuvre interarmes, voire interarmée, ce qui est quand même quelque chose d'assez compliqué avec les différents systèmes solaires, artillerie, chars, infanterie, etc. Donc c'est cette formation-là. La formation spécialisée, déminage, artilleurs, blindés, donc toutes ces formations spécialisées. Donc ça a commencé depuis plusieurs mois, mais c'est vrai qu'on en parle maintenant parce que, en fait, ils atteignent bientôt le moment où ils sont prêts. Et il doit y avoir convergence des trajectoires entre la formation et la livraison des matériels, de façon à ce que les mêmes puissent former des brigades blindées aidant à la contre-attaque. Ça, c'est pour la formation, j'allais dire, du terrain que je suis et sur lequel je comprends à peu près les choses. Sur la formation des aviateurs, je trouve que c'est assez intéressant parce que les démarches américaines ou britanniques, puisque les Britanniques les forment aussi, en fait, c'est une façon... Les militaires, vous savez, on attend toujours la décision politique. Tout le monde dit, un jour va venir la décision des aviateurs. Et là, on va vous dire, pourquoi ils ne décollent pas? Et donc, les militaires préemptent en formant les gens avant, pour que le jour où le politique va se décider à dire « ça y est, on les forme », on ne dise pas « attendez, il faut un an pour les former ». Ils vont les évaluer sur les simulateurs. Alors les simulateurs, c'est vrai pour les avions, pour les chars. Maintenant, c'est des systèmes extrêmement économiques qui permettent de former des gens de façon permanente, sans utiliser de gasoil, sans risquer de casser les engins, etc., etc. Donc, je pense que la nouvelle... Vous avez déjà pratiqué vous-même les simulateurs? Ah bien sûr, oui, on est obligé dans les chars. Ah oui, bien sûr, dans les chars, on est obligé. Maintenant, si vous voulez, vous faites travailler les gens en permanence dans les simulateurs, il y en a dans les régiments, et ça évite de sortir les engins en permanence, ce qui coûte très cher. Et c'est vraiment la même chose. Vous êtes dans un simulateur, c'est vraiment comme si vous étiez dans un char. La seule chose, quand vous tirez au canon, le tir au canon n'est pas exactement le même. C'est vrai, le pilotage, c'est étonnamment réaliste. Vous sortez de piste, vous vous retournez avec votre char. Hein. Dans le simulateur. Dans le simulateur, oui. Alors, l'avantage, c'est que vous cassez pas le char. Mais vous en prenez un peu les coups. Hein. En revanche, au moment du tir, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose au moment du tir. Donc, il y a toujours l'appréhension. Peut-être le stress n'est pas le même aussi. Bien sûr. Oui. Le stress n'est pas le même. Alors, les instructeurs sont très forts. Hein. Ils vous mettent du stress en permanence, le réseau radio qui cale, le problème mécanique qui ne fonctionne pas. On vous introduit tout ça, la vitesse du vent, la température, tout ça. On vous introduit ces trucs-là. Mais donc, pour revenir simplement à la décision, qui semble être prise par les armées de former des pilotes d'aviation, je trouve que c'est très intéressant. Ça veut dire que les armées se disent... Un jour, il y aura la décision politique. Comme le Donc, Premier ministre. Autant s'y préparer maintenant. Comme le Premier ministre. Et on gagne beaucoup de temps. Exactement. Simplement, d'un point de vue militaire, général, est-ce que pour vous, ces milliers de soldats, avec le matériel qui va avec, parfaitement formés pour les utiliser, vont être un élément important de cette contre-offensive ukrainienne? Un élément décisif. Un élément décisif. Décisif. Parce qu'il va falloir mettre en œuvre tous ces matériels très différents et que les Ukrainiens n'avaient pas l'habitude de pratiquer. Mais en plus, il va falloir globalement savoir les intégrer dans une manœuvre interarmes.
Et ça, on apporte l'aspect technique, on apporte toute cette formation, et in fine, c'est... Interarmes, pardonnez-moi, mais pour les profanes, ça veut dire toutes les armées. Génie, artillerie, non. Interarmes, c'est ce qui se passe au sol. Génie, artillerie, solaire ou sol-sol, char, infanterie, logistique, qui fait partie de la manœuvre. Tout ça doit marcher ensemble. Tout ça doit marcher ensemble. Alors le plus, c'est la manœuvre interarmée, c'est-à-dire à quel moment l'aviation, les hélicoptères, etc. interviennent. Je pense que là, ça va être un peu moins le sujet. Donc il y a l'interarme et puis l'interarmée. Voilà, d'accord. exactement. L'interarmée, c'est terre-air-mer, terre-air-mer. Et là, tout ceci est livré aux états-majors ukrainiens, qui doivent s'entraîner aussi, et ensuite la manœuvre, elle est montée par les Ukrainiens. C'est eux qui, depuis plusieurs semaines, disent « on va monter une offensive ». Et comme je le dis souvent, sur l'offensive, aujourd'hui, il y a deux options. L'offensive maintenant, dans les semaines qui viennent, là, avec le matériel déjà disponible, donc assez peu de matériel occidental, uniquement le matériel déjà en dotation dans l'armée ukrainienne, soit l'offensive à la fin du printemps, au début de l'été, avec le matériel occidental. Et ça peut faire une grande différence sur le rapport de force, parce qu'on pense que c'est à l'été qu'il va falloir démontrer que les Russes ont raté. On parlera peut-être de Bakhmout, mais que leur offensive ne fonctionne pas. Mais qu'en revanche, les Ukrainiens sont capables de monter une offensive comme celle qu'ils ont montée à Kharkiv, par exemple, au mois de septembre. Mais dernier point, puis je vous donne la parole. Si on compte sur une contre-offensive avec les soldats formés et le matériel occidental qui va avec, pour vous, c'est pas avant le début de l'été. Ça n'est pas avant le début de l'été. Écoutez, les chars, on en parle. Il y en a 3 ou 4 qui sont arrivés en Pologne la semaine dernière. L'entraînement continue. On avait dit fin mars pour les chars, Léopard notamment. Alors, les chars français, les amis d'ICRC, c'était fin mars. Et effectivement, je crois qu'ils sont là-bas la semaine prochaine avec des équipages entraînés en France. Les chars Léopard, ça dépend des pays. Quand ils arrivent d'Espagne, quand ils arrivent de Finlande, c'est plus compliqué que quand ils arrivent d'Allemagne ou de Pologne. Donc il faut amener tout ça, il faut mettre la logistique, il faut mettre en place les munitions, le carburant, les pièces détachées. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que moi je vois ça plutôt à la fin du printemps et au début de l'été. Et ceci est en lien, pardonnez-moi, je prends trop de temps, mais avec la manœuvre aujourd'hui à Bakhmout. C'est-à-dire, on tient pour user l'armée russe et permettre aux forces de se préparer pour une offensive. Vincent, est-ce que c'est effectivement à bas bruit la contre-offensive ukrainienne qui est en route? En tout cas, il s'agit des préparatifs pour rendre crédible le scénario d'une contre-offensive d'envergure, dès que les conditions climatiques et logistiques le permettront. Effectivement, je pense que les Occidentaux ont tiré les enseignements du semi-échec relatif aux chars. Il y avait une incertitude, donc aucune décision politique n'a été prise. Et aujourd'hui, on regrette amèrement les 4, 5 ou 6 mois perdus, qui contraignent justement l'armée ukrainienne à consacrer énormément d'énergie et d'hommes, il faut le dire, pour tenir et donc se donner le temps d'eux. Il y a un deuxième message, à mon avis, en filigrane. C'est un message qui est adressé à Moscou. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de dire, vous vous souvenez de la phrase fameuse, le mantra de Poutine par rapport au spectre nucléaire, ce n'est pas du bluff. Eh bien, voilà, les Anglais disent « we mean it », on ne blague pas, on est sérieux. Ça veut dire que, quoi qu'il advienne, très bien, Biden dit non, pas de F-16 pour le moment, mais il a un adjoint à la défense, au Pentagone, qui dit la décision n'est pas prise. C'est pas la même chose. Niet et la décision reste à prendre, c'est pas la même chose. Et on pourrait effectivement rééditer le syndrome des chars lourds, c'est-à-dire on hésite, on dit non, c'est compliqué, mais pourquoi, etc. Mais ça veut dire qu'on s'y prépare. Et donc, c'est à mon avis un signal qui est également adressé à Poutine directement. Antoine Arjakovski, on a toutes les raisons de se féliciter finalement. On dit souvent qu'il y a un décalage entre les mots et les actes. Alors, il y a peut-être un décalage entre les mots sur la livraison et puis les délais. Mais là, on voit que l'Occident prend ses responsabilités sur les soldats ukrainiens. Oui, c'est important et ça contraste avec le fait que c'est tout l'inverse du côté russe. C'est-à-dire que là, il y a un vrai travail de formation, de préparation professionnelle qui n'est pas le fait des Russes. Justement, les opérations inter-armes, ils ont échoué. Zaloujny a dit au mois d'octobre, donc Zaloujny, c'est le patron de le chef d'état-major des armées ukrainiennes, il a dit on a mis 6 mois à battre une armée de professionnels, on va mettre 3 mois
à écraser l'armée des amateurs. Il faut un travail de formation aussi du côté russe pour faire toutes les opérations dont vous parlez. Et autant les Ukrainiens sont aidés du génie des armées occidentales et de l'OTAN, autant les Russes sont seuls. Et avec des tas d'officiers qui sont morts, tout simplement, pendant les 6 mois précédents. Donc moi, je vois effectivement que là, il y a un vrai contraste qui va au bénéfice de l'Ukraine. Là où je m'inquiète plus, c'est pas tellement sur la question militaire, parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se prépare. Les démocraties sont longues, mais lorsqu'elles s'y mettent, elles sont efficaces. On l'a vu au XXe siècle. Là où je suis beaucoup plus inquiet, c'est qu'on parle beaucoup de contre-offensive militaire au printemps. Moi, je vois ça plutôt au mois de mai, mais peut-être que ça sera au mois de juin, je ne sais pas. Par contre, je n'entends pas beaucoup parler de la contre-offensive politique, on va dire. C'est-à-dire que si on réfléchit pas à, comme ça a été le cas ce week-end à Lviv, à un Rammstein judiciaire, qui pourra réellement juger Poutine et son entourage. Si on ne soutient pas l'opposition démocratique russe à prendre le pouvoir et à proposer une Russie paisible, libérée. Laquelle l'opposition démocratique? Celle de Navalny, par exemple. Lorsque Navalny, qui est en prison, certes, mais je pense souvent à Konrad Adenauer, qui était en prison sous Hitler, mais les Américains en amont avaient investi sur Konrad Adenauer, qui est devenu ensuite le chancelier allemand et l'artisan de la réconciliation franco-allemande. Il faut aujourd'hui investir sur cette opposition démocratique russe. Mais Antoine, c'est pas notre sujet, mais c'est très intéressant. Si l'Occident je me permets de dire que cette contre-offensive militaire seule ne suffira pas. Et si l'Occident affiche son soutien à quelqu'un comme Navalny, est-ce qu'elle ne donne pas du crédit au discours de Poutine qui touche les âmes russes? On le voit bien sur le thème, l'Occident veut nous déstabiliser. L'Occident est à l'origine de tout et tire toutes les ficelles. Alors d'une part, Poutine, lui, ne se gêne pas pour faire des alliances avec tous ceux qui, en France ou en Europe, s'opposent à la démocratie et à l'Union européenne. Donc ça, je vois pas le problème. Et ensuite, de vouloir soutenir des démocrates russes... En quoi c'est difficile, en quoi c'est compliqué et en quoi, au contraire, c'est pour construire la paix, c'est pour permettre à la Russie authentique, de se sortir de cette impasse dans laquelle elle est. C'est pour la Russie qu'il faut faire non seulement un soutien à Navalny et à ceux qui sont en Russie, mais aussi à des gens comme Khodorkovsky, à Kasparov, qui sont en train de créer à Vilnius un comité d'action russe qui fédère toute l'opposition russe. On ne les voit pas, ils sont comme invisibles, alors que c'est la clé principale de la solution pour sortir de cette guerre le plus rapidement possible. Bon, on entend dire souvent que cette opposition-là pèse à peu près le même poids que Gorbatchev lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle et qu'il avait recueilli 0,5% des voix en Russie. Mais peut-être est-ce simplement une question de accréditer ce discours-là et peut-être le faire rentrer dans les Je crois au contraire qu'il y a une grande majorité de Russes qui sont contre cette guerre et qui ont besoin d'avoir une opposition démocratique qui soit capable d'avoir le soutien de l'Occident. Et malheureusement, l'Occident ne croit pas en la possibilité de la Russie de devenir un jour démocratique. Il faut y croire. Il faut y croire. Bon. On revient à nos moutons, si j'ose dire. Isabelle, je voulais vous faire entendre la dernière déclaration de Prigojine. Parce que dans la perspective de cette contre-offensive ukrainienne, et qui est soutenue là, pour le coup, vraiment par l'Occident à travers la formation de ces milliers de soldats désormais, l'échec, c'est vous qui y avez fait allusion, Général Trinquant, l'échec, parce qu'on peut parler d'échec d'une armée russe et d'un Prigojine, de Wagner, qui met tous ses soldats pour conquérir Bakhmout et qui n'y arrive pas, cet échec-là n'est-il pas une victoire et un encouragement formidable pour l'Ukraine à envisager? Bien sûr, Bakhmout tombera certainement. À un moment donné, la mâchoire russe parviendra à prendre en étau Bakhmout. Mais pour l'instant, si on regarde la carte, ça n'est pas encore le cas. Et les dernières déclarations, alors c'est les dernières déclarations rendues publiques de Prigojine, le chef de Wagner, qui à nouveau, face à ces difficultés, dit si on n'y arrive pas, c'est parce que Moscou nous prive de munitions, il y avait eu des engagements, ils n'ont pas été tenus et ça ressemble presque à un cri de défaite, en tout cas de défaite. Encore une fois, Bakhmout devrait être prise, mais au bout de combien de temps et avec quel sacrifice humain? Écoutez Prigojine. Если ЧВК «Вагнер» сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация.
Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают. Поэтому сегодня ЧВК «Вагнер» является цементом на самой верхушке, то, что стабилизирует в принципе и не дает противнику прорваться. Если мы отойдем, то мы войдем в историю навсегда, как люди. Montagne-Nora Le Maire dit, ça a quelques jours, mais ça vient d'être diffusé. Et c'est dire à quel point cet endroit où toutes les forces russes se fixent et n'arrivent pas à triompher, cet endroit peut être, à contrario, un signe de la force de l'armée ukrainienne. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ce nouvel engagement à bas bruit occidental qui sans doute un jour mènera à la fourniture d'avions de chasse, en fait, il est le résultat de plusieurs choses. Le fait que les Occidentaux ont enfin compris que Vladimir Poutine n'allait pas changer, qu'ils aient compris que cette guerre était la leur aussi, parce que s'ils n'arrêtaient pas Vladimir Poutine, il allait sans doute recommencer ailleurs. Le fait qu'ils ont compris que les Ukrainiens se sont révélés être des héros et des combattants absolument extraordinaires, et aussi le fait que l'armée russe n'a pas été à la hauteur de ce qui était escompté, et que la dernière mobilisation annoncée à haut bruit quand même à Moscou, pour l'instant, ne donne absolument rien. Donc évidemment, c'est ce que dit entre les lignes Prigojine. Et il y a une autre chose, c'est que les Occidentaux au début voulaient, laisser un petit peu traîner en se disant on va finir par contenir Vladimir Poutine, ou alors les Ukrainiens vont perdre. En fait, aujourd'hui, ils savent qu'il faut aller vite, parce que le plus grand danger en fait d'un dérapage de cette guerre et d'une extension de ce conflit, c'est le temps. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de consensus. On a compris que plus on irait vite, plus la paix, une vraie paix, c'est-à-dire une paix avec la souveraineté ukrainienne complètement reconstituée, pourrait s'installer. Et les Occidentaux veulent aussi, les Américains veulent aussi aller vite, parce que en gros, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont été détournés momentanément pour revenir comme d'habitude sur le continent européen. Enfin, ils aimeraient quand même beaucoup s'occuper de choses qui leur importent plus, le Pacifique et la Chine. Et là où c'est aussi la dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi, selon les là, on va aussi expliquer les hésitations et le bas bruit sur les avions de chasse, c'est que les Chinois auraient prévenu les Occidentaux en disant si vous faites ça, on va armer la Russie pour qu'elle atteigne le même niveau que les armes occidentales ukrainiennes. Si vous livrez des avions... Si vous livrez des avions de chasse, on fera la même chose avec les Russes. D'où les hésitations occidentales. C'est aussi ça Alors ça, c'est une information. C'est une information, et c'est effectivement une information. Non, vous faites la moue, Vincent. Je suis un peu sceptique. Je crois que c'est une mise en garde tactique. C'est un calcul qui, vu de Pékin, a sa cohérence. Mais je reste persuadé, à tort ou à raison, que l'obsession pékinoise reste un conflit sous contrôle. Qu'on n'aille pas vers le chaos qui serait préjudiciable à ce qui est le projet global de la Chine, c'est-à-dire l'installation d'une superpuissance économique. Donc ce serait du bluff. Fait 20%. Menacer ne veut pas dire réaliser. Bien sûr, bien sûr. Jusque-là, Poutine, ça avait marché. Très rapidement, sur Prigojine, si vous permettez, David, un mot sur la mise en scène. Il pourrait parfaitement enregistrer ses messages dans un studio correctement éclairé, etc. Non. Il y a toujours des prophéties crépusculaires, ou alors on est sur la ligne de front, alors à distance respectable des combats quand même, en casque lourd. Donc c'est pour marquer l'urgence. Et son message-là, et pour marquer aussi la différence avec Shoigu, qui lui, on le voit pas sur le front. Bien sûr. Le ministre de la Défense russe. Et il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de moi ou le chaos, ou si l'on préfère, sans moi, vous n'y arriverez pas, et contre moi, encore moins. Donc, il y a un mélange de virilisme traditionnel chez Prigojine et de quelque chose qui est de l'ordre d'une crainte montante. Quand il dit, par exemple, si on ne parvient pas à s'emparer de Barmout, le front va s'effondrer et on va perdre la Crimée. C'est grosso modo ce qu'il dit dans ce message. C'est le début de la fin. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour de ça. Et, pardon, sur le fond, vous pensez qu'il a raison ? Si les Russes, malgré
tous les efforts consentis, la concentration de troupes, le sacrifice des hommes n'arrivent pas à prendre Barmout, ce qui semble improbable, mais s'il n'y arrive pas, est-ce qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est l'armée russe qui est enfoncée Non, mais Bakhmout, et la carte est assez parlante pour ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois qu'on en parle. 6 mois qu'on en parle. Depuis 6 mois, les Russes n'arrivent pas à le prendre. C'est ce qu'on appelle un abcès de fixation. Et là, la manœuvre ukrainienne est réussie. On ne parle que de Bakhmout. Tout se concentre sur Bakhmout. Ils perdent l'essentiel de leur force à Bakhmout. Guerre d'attrition. Pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas d'ailleurs. Et les Russes, eux, peuvent envisager, je dis bien envisager, je ne sais pas, puisque si ça peut être au mois de mai ou au mois de juin, ça va prendre du temps quand même, une contre-attaque ailleurs. Mais ils auront créé un accès de fixation où pendant 6 mois, les Russes auront combattu là-dessus. Donc évidemment, à la fin, si Bakhmout tombe, vous aurez sur tous les médias russes victoire, 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 mais la victoire, elle est ukrainienne là. Elle est ukrainienne. Elle a réussi à ce que la grande armée russe se concentre sur quelques kilomètres carrés de terrain et n'arrive pas à le prendre et perd des milliers de soldats là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus, et c'est une victoire ukrainienne. Et ce serait surtout un échec cinglant pour Wagner et pour Prigojine, pas pour l'armée russe, mais pour lui en particulier. Il y a quand même le sentiment que ça va crescendo entre Pékin et Washington. Alors pourquoi cette brouille apparaît-elle de plus en plus spectaculaire? Ce sont vos mots, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour. Il faut rappeler peut-être dans un premier temps que côté chinois, en tout cas, tous les ingrédients sont actuellement réunis pour que les tensions se renforcent finalement. Oui, parce que vous avez, alors d'une part, un président qui est Xi Jinping, qui est à quelques jours de se faire élire, ou je ne sais pas s'il ne faut pas dire adouber, pour la 3e fois, un mandat consécutif. Donc on sait qu'il veut imprimer de sa marque l'histoire de la Chine, au point même d'instaurer, de glisser dans la Constitution ses propres aphorismes. Bon, ça le tend, le personnage, parce qu'il n'est pas habitué à ce que les choses lui résistent. Et c'est pas en Chine que les choses lui résistent. Mais là, vous avez, alors, à la fois Xi Jinping, vous avez la question des semi-conducteurs. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient les détenteurs des richesses majeures en ce qui concerne les semi-conducteurs qui servent à fabriquer les appareils de haute technologie, y compris même votre portable de tous les jours. Ensuite, il y a la question évidemment de la guerre en Ukraine, où la Chine observe, il faut le dire de manière cynique, un peu comme un terrain de jeu, cette affaire ukrainienne, en se disant, bon, on va voir comment les Russes se débrouillent. S'ils se débrouillent bien, on pourrait peut-être faire pareil qu'avec Taïwan, mais si ça coince, il faut qu'on réfléchisse. Bon. Et puis, 3e raison, qui est probablement la plus importante, c'est la contraction du volume d'exportation. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date même pas de la guerre en Ukraine, ça date de bien avant, contraction du marché chinois, et par la suite, avec l'augmentation, avec l'inflation, l'augmentation des prix, contraction du marché international. Donc, il y a quantité, vous voyez, de raisons pour lesquelles la Chine peut se sentir à l'étroit dans son costume et être, en quelque sorte, en attente, si vous voulez, de pas complaisants. Et si vous vous souvenez, c'était ce qu'avait dit en novembre dernier, je crois, Joe Biden, qui était allé au G20 à Bali, qui avait dit, mais la Chine, si elle ne se mêle pas de questions qui sont susceptibles d'embraser la planète pour des raisons géopolitiques, nous, on n'a rien contre la Chine, on peut discuter avec elle. Sauf que la Chine, elle a d'autres ambitions. Effectivement, ces tensions sont aussi l'occasion pour Xi Jinping de réaffirmer, de clamer haut et fort ses ambitions idéologiques. Oui, parce que autant d'autres chefs d'État chinois ont géré une chose qui est compliquée, c'est de dire aux gens, aux Chinois, si vous ne bronchez pas politiquement, nous, on vous garantit le business. Et le business d'une manière capitaliste. La Chine est aujourd'hui l'un des États les plus capitalistes, sauvagement, au sens le plus sauvage du terme. Mais quand ça bronche, alors là, il y a complication. Et si, par exemple, le business n'est plus au rendez-vous, s'il y a des problèmes, à ce moment-là, vous avez des phénomènes de révolte. Vous l'avez vu à propos du Covid, on se révolte contre la direction du parti et de la présidence. Donc là, pour Xi Jinping, il faut réaffirmer non seulement son autorité, mais dire, moi, je vaux plus que les autres, et ce que je vends
ou ce que je propose, ou ce que je veux imposer, c'est un mode de production, un mode d'existence. La démocratie, ça n'a aucun intérêt. Et ce qu'il vaut, c'est à la fois l'autorité, le travail. Et vous savez aussi que parfois, dans certaines extrêmes droites européennes, on pense la même chose. Bon, je ne dis pas qu'il y a une 5e colonne chinoise, mais l'important, c'est que ce genre d'idée a le vent en poupe. Et Xi Jinping est sur ce registre-là et dit ce n'est pas uniquement les produits chinois que je veux exporter, c'est aussi un savoir-faire, c'est un rapport à la démocratie et c'est un rapport au monde, tout simplement. Merci beaucoup Gauthier Pau. Dans la ville de Brandebourg, en ex-Allemagne de l'Est, ils militent pour la fin de la guerre en Ukraine. Mais quand ces militants de gauche enfilent leur veste de pacifistes, c'est avant tout pour protester contre les livraisons d'armes. Voici notre pétition contre la guerre et la participation de l'Allemagne à cette guerre. Nous ne voulons pas de cette guerre, ni qu'elle arrive jusqu'à chez nous. Nous voulons être protégés. Dans cette région qui a fait partie du bloc soviétique jusqu'à la chute du mur de Berlin, la crainte d'une 3e guerre mondiale est réelle. Mais ces militants reprennent à leur compte le discours du président russe Vladimir Poutine. L'OTAN s'est considéré comme le grand vainqueur de la chute du mur et n'a pas tenu les promesses faites à Gorbatchev de ne pas s'élargir vers l'Est. Même si ce n'est pas une excuse pour la guerre, Poutine a laissé faire pendant des années avant de réagir. Dans les nouveaux Länder qui ont baigné dans l'anti-américanisme et l'amitié germano-russe jusqu'en 1989, la gronde contre le soutien à l'Ukraine monte en puissance. Samedi dernier, à Berlin, ils sont venus grossir les rangs d'une manifestation qui a réuni 13 000 personnes. Sa co-initiatrice, l'égérie d'extrême gauche, Sarah Wagenknecht. Les pacifistes doivent reprendre la rue. Mais au milieu des colombes pour la paix, plusieurs drapeaux russes et les extrêmes de tous bords. Convaincre ces électeurs de l'engagement allemand reste un défi majeur pour cette députée de la majorité issue d'ex-Allemagne de l'Est. Notre passé nous imprègne encore. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne font pas la différence entre les Russes et Poutine. Or, ce n'est pas le peuple russe, mais bel et bien Poutine qui agresse l'Ukraine. Il est le seul coupable et il faut encore et toujours l'expliquer. Le changement d'époque amorcé par le chancelier Olaf Scholz il y a un an ne réunit toujours pas de majorité à l'Est. 59% des habitants y sont opposés à la livraison imminente de chars lourds en Ukraine.